merci, merci d'être toujours en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Espace Miné, c'est 2 heures de temps, 10h, 11h52. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous n'allons pas faillir à notre devise pour ce qui était du mardi sur Espace Miné. Il s'agit de mardi entrepreneuriat. Mardi entrepreneuriat. Ce matin, nous choisissons un autre volet de l'entrepreneuriat. Ce matin, nous allons parler des diplômes et de l'entrepreneuriat. Une question, le diplôme et l'entrepreneuriat vont-ils de pair? Avez-vous l'impression que pour être un grand entrepreneur, il faut également être un grand diplômé? Nous allons en parler avec un peu plus de froideur dans le cadre justement de cette production. Mais avant tout cela, on aura déjà fait un tour en kiosque avec la très étincelante Claudia. On marquera aussi un arrêt comme cela se doit pour la dénonciation du jour. Tout cela se déroule au canal 317 sur Canal Plus International. À partir de Yaoundé, nous émettons le pays que dirige le président de la République, Paul Biya, c'est-à-dire le Cameroun, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Espace Miné, nous balayons le couloir 10-12 en Afrique au sud du Sahara. Qui dit mieux? Thierry Dussi, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux panélistes et bonjour aux téléspectateurs. J'ai failli dire auditeur. Je crois que c'est téléspectateurs. Je les salue d'autant plus chaleureusement que la dernière fois que j'étais ici, j'ai gardé un bon souvenir des différents messages qu'ils nous ont envoyés. Parce que ces messages ont contribué à élever le niveau de la discussion sur ce plateau. Merci. Thierry Dussi est journaliste du côté de la météo. Le journal La Météo. Journal La Météo et le quotidien Info Matin. Et le quotidien Info Matin. Vous êtes un enfant de la maison. Nous sommes tous des enfants de la maison, toi et moi. Je peux même aussi ajouter Léon Niemek. Thierry Dussi, merci d'être là ce matin. Merci de l'invitation, parfait. En face de Thierry, on accueille Joseph Zambo, qui est notre expert de tous les mardis lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Pafa ici et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent. J'aimerais juste interpeller tous les acteurs du secteur de l'entrepreneuriat, les entrepreneurs sociaux, les entrepreneurs de tous bords, de se concentrer pour ce programme. Et quand je parle d'entrepreneur social ici, pour un entrepreneur social, j'interpelle les pasteurs, les révérends, les prophètes et toutes ces personnes qui gèrent, qui sont à la tête des associations. Ils sont des entrepreneurs sociaux. Et il est important qu'ils écoutent ce programme pour eux-mêmes et pour les personnes dont ils encadrent. Tous ceux qui sont à la tête des espaces de socialisation, les pasteurs, les enseignants et tout ce qui va avec. On va saluer tous les bons pasteurs ce matin en évitant de saluer les bons pasteurs. On saluera également tous les prêtres ce matin en évitant de saluer les faux prêtres. On saluera de manière globale tous les hommes de Dieu ce matin en évitant magistralement les hommes odieux. Lorsque nous avons dit cela, nous accueillons également notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumniebel, descendant de Oumniobé. Pierre Blérugnamek, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre plateau ce matin. Je suis requinqué, vous pouvez le constater. Oui, ça commence à aller. Ça commence à aller. Et Boumniebel est en fête. Ah bon? Les Longones sont en joie. Parce qu'il ne faut pas seulement annoncer les mauvaises nouvelles. Le président national mondial des Longones a 1 an de plus aujourd'hui. Wow. Il s'appelle René Kobla Niemek, ancien greffier en chef au tribunal des États. Il est retraité. C'est un homme pondéré, un homme d'une grande sagesse, un homme d'une intelligence particulièrement fine. C'est lui qui dirige les Longones depuis bientôt 6 ans. Bon, bien avant lui, on a eu d'autres présidents. Mais voilà, ça c'est la famille de Ruben Oumniobé. Kobla Niemek René. Nous appelons souvent Bombo. C'est le président général. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui dis joyeux anniversaire depuis son domicile des ECA. Joyeux anniversaire donc au président des Longones. Président mondial. Vous insistez sur mondial. Oui, parce qu'il y a des... je vous le dis, c'est très sérieux.
C'est Ruben Oumiobe qui a mis sur pied la première association des Longones. Ah, d'accord. Elle date de 1946. Nous sommes la plus vieille association au Cameroun. Vous comprenez ça? Et nous, c'est nous qui avons donné la forme que vous voyez là aujourd'hui dans les partis politiques. C'est bien divisé. Les Longones, c'est un conseil supérieur que dirige M. Kobla Nyemek avec des membres du conseil supérieur. C'est des sections centrales qui sont au nombre de 6 dans le Cameroun. C'est des sections de développement. C'est des sections annexes. Vous voyez ça? C'est structuré comme ça depuis très très longtemps. Nous avons déjà... C'est une très vieille association que nous appelons ATN, Association traditionnelle pour le développement Longone. Très bien. Donc le président a 1 an aujourd'hui et nous sommes heureux. Moi, j'attends simplement d'aller manger l'ombongo chobi. À tout moment, quand vous êtes soit à Boumébel, soit à Ezeka, c'est un nom, vous prononcez, on vous sert et il paye. Il ne faut même pas oublier le bongo nougat. Le bongo nougat. Le bongo nougat. Voilà. Avec le macabo. Lui, il offre davantage les rampants. Si vous êtes à Ezeka. Les rampants, c'est quoi? Les serpents. Ah, la vipère. Le varan. Ah, oui, le varan. Oui, oh, excellente chère. Voilà, il habite juste en face du tribunal d'Ezeka. Merci Pierre Bleriot, mais vous allez garder le microphone cette fois-ci, comme d'habitude, pour nous donner la sagesse de ce mardi matin. La sagesse de ce mardi matin dit: compatissez pour les autres, mais n'endurez guère les souffrances des autres. On peut reprendre. Compatissez pour les autres, mais n'endurez guère les souffrances des autres. Ça veut dire quoi? Parfait compatir, c'est éprouver de la souffrance, mais de manière superficielle. Partager superficiellement la souffrance des autres. Nous n'avons qu'une seule âme. Je le dis à l'endroit de ceux qui aiment porter les charges des autres. Les charges vont vous affaisser. Assistez les autres, mais ne faites pas de leurs problèmes vos problèmes. Vous voyez ça? Quand quelqu'un a un problème, il a une souffrance, une maladie, vous l'accompagnez avec un certain détachement. Parce qu'à force de vous mêler directement, vous allez subir le coup psychologique. Bon, beaucoup de psychologues comprennent ce que je veux dire. Les gens pourraient penser que c'est de la méchanceté. Non. J'en suis une victime moi-même, c'est pour cela que j'en parle. Si vous intégrez les problèmes des autres sans détachement, à un moment donné, leurs problèmes deviennent vos problèmes. Des fois, je me réveille en train de penser aux problèmes de quelqu'un. Tu devrais penser à tes problèmes. Aider les autres à résoudre les leurs, mais ne pas penser à leurs problèmes. C'est très important. Pour vous qui êtes chargés, pour vous qui souffrez, une seule adresse Info TV et surtout Espace Miné. Venez ici et nous vous donnerons du réconfort. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce matin. Bonjour à tes panélistes. Claudia Antia, vous êtes habillée là. Bon mariage de couleur, hein. Merci. Entre le rouge et le noir. Et le noir, vraiment ça dose. Le noir. Parfois on dit que le noir c'est synonyme de tristesse. Non, pas toujours. Pas toujours. Non, pas toujours. C'est une couleur comme toutes les autres, donc de temps en temps, quand on porte le noir, ça ne signifie pas forcément que vous êtes en douleur. Une femme peut également se marier avec une belle robe toute noire. Non, là quand même. Ça veut dire quand même quelque chose. Oui, ça veut dire. Mais on a quand même vu déjà des femmes qui prennent ce risque-là. Déjà des femmes qui prennent le risque, mais bon, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Les femmes qui prennent le risque de se marier en noir. Oui. Ça veut dire qu'elles ont déjà vendu leur mari avant le mariage.
Elles attendent juste. Ça peut aussi être une femme qui aime peut-être du rock. On peut aussi danser du rock avec du rose. Vraiment, Claudia, ma femme qui vient le jour du mariage, le noir, moi je fuis. Ça veut dire qu'elle est en train de me passer un message. C'est-à-dire que bientôt on va m'enterrer. Bientôt elle va te pleurer. La petite Claudia nous a retrouvés sur ce plateau comme tous les matins. Elle nous amène du côté des kiosques. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, les journaux sont en kiosque ce matin et nous démarrons tout d'abord avec Info Matin, deux actualités à retenir. Tout d'abord, impôt sur le revenu des personnels ou alors des personnes physiques. Louis-Paul Motazeux proroge une fois de plus la déclaration. L'information qu'on retrouve au pied de page de ce journal indique qu'après un prolongement au 30 juin de l'année en cours puis au 1er septembre, le ministre des Finances, dans un communiqué du 23 août, annonce le nouveau délai pour le 1er décembre 2024. Dieudonné Mveng fait de la rencontre Cameroun-Namibie sa grande une et nous informe que la rencontre va se disputer à Yaoundé. Cette rencontre Cameroun-Namibie compte pour la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 prévue le 7 septembre prochain. La nouvelle expression nous informe que la FECAFOOT est toujours sur le pied de guerre. Le match Cameroun-Namibie est aussi à la une du journal Le Messager qui parle cette fois-ci des stades de Biya. En tête de liste, Olembe et Japoma, construits à des centaines de milliards de francs CFA, ne sont pas homologués par la CAF. Ils sont donc disqualifiés. Apprend-on. Mutation s'intéresse également au sport ce mardi. Georges Alain Boyomo, qui attend aussi le match Cameroun-Namibie, nous fait savoir que c'est à Garoua pour le moment. L'on retrouve la même annonce en grande tribune du journal Info à chaud. Eh bien, malgré l'indisponibilité des stades, selon le NIES, le match se jouera à Garoua. L'actualité en kiosque ce mardi, c'est aussi cette enquête mixte gendarmerie-police. Le jour qui porte l'information nous fait parvenir les directives des Yébéa ici à son personnel en page 6. Cameroun Tribune est dans la région de l'extrême nord. Marie-Claire Nana s'interroge ce matin où sont passées les céréales. La réponse se trouve de la page 11 à 12. Mutation revient et nous parle cette fois-ci de faute de gestion. Au bas de une de ce journal, la page 7 indique que le tribunal administratif a réhabilité Mokulum Vendor. À lire également en grande tribune la success story de Mouma Achou, âgé de 25 ans, le fils du défunt Premier ministre Simon Achidi Achou, vient d'être admis en cycle doctorat en cybersécurité à la prestigieuse Université de Harvard aux États-Unis. Le Point fait une analyse sur le ministère des marchés publics MITMAP, contrôle des marchés publics, détournement des pénalités en vase clos, renseigne le bi-hebdomadaire d'information. Gouvernance Presse s'intéresse aux travaux routiers, ça bouge au ministère des Travaux publics, apprend-on ce matin. Et puis Réalité Plus, édition spéciale, célébration des valeurs culturelles et traditionnelles des étoudis. Une image ce matin, celle de Sa Majesté Bienvenue Lonqueux, fait grand notable étoudi de la chefferie de Mbala 3B. Capital Info est dans la ville de Mokolo. Une campagne de santé bat son plein. Le journal en kiosque nous informe à ce sujet que 3530 Camerounais pris en charge en 2 jours. Entre-temps, du côté de la région de l'Est, la santé n'est pas la chose la plus partagée. Ici, la délégation régionale de la santé publique est en difficulté. Selon EcoSanté, entre volonté et manque de moyens pour une santé accessible à tous, elle s'efforce d'améliorer l'accès aux soins de qualité à toutes les populations de la région. Et pour la fin, je clôture avec l'économie quotidienne. Thierry Écoutier fait du commerce extérieur sa grande une. Il nous informe par la même occasion que les ventes d'hydrocarbures du Cameroun vers la France ont grimpé. En 2023, par exemple, ils ont représenté 47,6% des exportations du pays. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mardi. Hein. Merci à vous également. Parfait ici. Bonne suite d'émission. Claudia. Oui. À demain 10h. À demain 10h.
Alors, Claudia qui a un sourire véritablement ensoleillé ce matin, nous allons garder le sourire, hein, mais ce sera peut-être un sourire bleu, parce que j'adore le Cameroun, Blériot. Blériot, tu adores aussi le Cameroun? Bien sûr. Est-ce que moi j'ai un autre pays? Le Cameroun est doux, parce que nous avons dans des journaux qui paraissent, un journal dit le match se jouera Cameroun-Namibie à Yaoundé. Un autre match pareil dit le match se jouera à Garoua. Blériot, toi tu as vu ça dans quel pays? Non, parce que les journaux, ils reflètent simplement l'idéologie qui se vit dans un pays, n'est-ce pas? Puisque au niveau des autorités qui gèrent cette affaire-là, c'est la même situation. Les journaux relatent ce qu'ils voient. Le journaliste, c'est un historien de l'instant. Tout à fait. Voilà, donc il relate. L'historien du présent. Le MINSEP et l'ONIES disent que les stades de Garoua et de Douala ne sont pas disponibles. Donc le match se jouera selon eux à Yaoundé. La FECAFOOT dit que le match se jouera à Garoua. Elle rembourse même déjà les frais de ceux qui se sont engagés pour Douala. Et on a déjà apprêté les billets pour Garoua. Donc c'est beau. Mais le match, à moins que les joueurs et tous ceux qui sont concernés aient ce qu'on appelle en métaphysique l'ubiquité, la faculté d'être à plusieurs endroits à la fois, auquel cas le match pourra se jouer à la fois à Garoua et à Yaoundé, ou alors ils peuvent encore s'entendre. Il y a quelqu'un qui a proposé, Blériot, que la première mi-temps se joue à Yaoundé. Et la deuxième mi-temps se joue à Garoua. Oui, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça tombe dans la bouffonnerie. Moi, ce que je retiens au-delà des acteurs, c'est, et ça je le dis à M. Paul Biya. Paul Biya, voilà donc la situation dans laquelle tu vas nous laisser. Paul Biya, voilà donc la situation dans la FECAFOOT. Le MINSEP, l'ONIES, ne sont que des faces cachées de l'iceberg. Ici, si on ne fait pas attention, c'est comme ça que ceux qui vont succéder à Paul Biya vont parler c'est ce qu'ils vont faire du Cameroun. Je te pose une dernière préoccupation avant de passer la parole aux autres intervenants. Blériot, bon, je ne sais pas, est-ce que la question est bête? Parce que parlant même de cette affaire, on ne sait plus quoi faire et quoi dire. Alors, si on joue ce match à Yaoundé, qu'est-ce qui va arriver? Bon, vous voulez que je vous réponde? Bien sûr. J'ai mené quelques enquêtes. Oui. Donne-nous les résultats de ton enquête. Et ce que je vais vous dire est très grave. Il paraît que les initiés de Fandena étaient fâchés des Lions Indomptables il y a quelque temps de cela. Et les matchs ne se passaient pas bien de ce côté. Il semblerait que la nouvelle équipe qui est arrivée est allée discuter avec les initiés de Fandena, qui ont donc pardonné, ont accepté que désormais les Lions Indomptables puissent jouer à Yaoundé et assurer que les choses se passent bien à Yaoundé. Dans cette logique-là, il semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait intérêt à ce que les Lions perdent leur match. Comme ça, ce qu'ils appellent la brocante belge serait mise en difficulté. C'est-à-dire que vous avez déjà déplumé un animal? Bien sûr. Nous disons en Bassa que tandis que certains enlèvent les plumes, d'autres les remettent. Donc, attends un peu, Blériot. L'affaire du lieu de match Cameroun-Namibie est une affaire d'ordre mystique? Oui. Elle est mystique et politique. Parce qu'en fait, il faut maintenant, c'était d'abord, il y avait une campagne organisée à Douala. Maintenant, il faut faire un appel de pied aux populations de Garoua qui sont fâchées pour deux autres raisons. Il faut leur faire appel. Mais il faut surtout que le match ne se joue pas à Yaoundé ou qu'il ne se joue pas du tout. Vous voyez? Incroyable. Donc, ce qui se passe là, c'est des grands maîtres qui sont en train de se battre pour l'hégémonie. Il ne s'agit plus du football. Le football n'a plus rien à voir. Chacun dans son ordre, veut montrer à celui-ci que non, ton ordre n'est pas plus fort que le mien, tes pratiques, ainsi de suite. C'est donc ce Capharnaüm-là qui gère maintenant
le football actuellement. Mais il y a donc quelqu'un dans ce pays qui avait traité les autres d'apprentis sorciers. Je suppose donc que lui, c'est le plus grand sorcier. Pourquoi donc, comme c'est dans une affaire mystique, mystico-politique, pourquoi il n'intervient donc pas? Il va intervenir. Lui, le grand sorcier. Non, le grand pour siffler la fin de la récréation. Non, le grand sorcier, c'est pas comme ça que lui siffle souvent la fin de sa récréation. C'est qu'il veut que les petits sorciers et les apprentis sorciers se fassent suffisamment mal. En fait, c'est de la sorcellerie. On est là en sorcellerie. En sorcellerie, on n'est pas, c'est pas le voir bébé. C'est pas le voir bébé. Là, on est en sorcellerie. Les Camerounais jouent, on va jouer ici. Eux ne comprennent même plus. C'est la sorcellerie qui se pratique là maintenant. Il n'y a plus de logique. C'est-à-dire que d'un côté, Eto est un petit sorcier, Moïse Kombi est un petit sorcier, Joseph-Antoine Bel est un petit sorcier. Voilà. Et maintenant, le grand sorcier, le maître sorcier, les regarde. Moi, je vous montre un tracé de la sorcellerie. On dit qu'on a créé le Niès pour déranger Eto. Vous avez entendu ça, vous aussi, non? Bien sûr. Ça veut dire que le maître sorcier lui-même ne peut pas directement déranger Eto. Il a besoin de créer un office dont la mission est de déranger et tout. Premier grille de sorcellerie. On dit que le Niès est propriétaire des stades. La FECAFO dit que nous, c'est-à-dire Parfait ici, a 2 salles de fête. 3 salles de fête, je sollicite une, il me dit non, elle n'est pas disponible. Je lui dis que je vais jouer là-bas. Quand il me dit que quand finalement nous tombons d'accord que je ne peux pas faire ma fête là-bas, je choisis une autre salle. Parfait me dit que celle-là non plus n'est pas disponible. Je dis que bon, finalement, comme je veux faire, c'est là-bas que j'aurai ma fête. Et les gens se disputent. Mais celui qui a les clés de la salle de fête, c'est qui? Parfait ici. Sauf que Niamey peut ouvrir ses salles de fête par la sorcellerie, on ne sait jamais. Donc, c'est un bal. En français, c'est compliqué. Les gens disent souvent bal de chiffonnier. Mais c'est terrible. Très bien. C'est terrible tout ça. Merci. Hein. Nous allons passer la Le parole ridicule ne tue pas. à certaines personnes du plateau dans l'espoir qu'elles ne sont pas aussi des apprentis sorciers ou des petits sorciers. Alors, Thierry Djoussi, bon, comme c'était une affaire de vote ou bien, je ne sais pas, de voyance, selon toi, le match se jouera où? Cameroun-Namibie? Non, je pense que dans ce pays, il y a ce qu'on appelle un gouvernement. Le gouvernement, c'est la parole officielle. Quelqu'un même dit c'est la vérité officielle. Or, la vérité officielle nous apprend que le match se jouera à Yaoundé. Je pense que les téléspectateurs d'Info TV sont bien informés que la semaine dernière, le ministre des Sports a présidé la première réunion préparatoire du match Cameroun-Namibie. Tout à fait. Et au sortir de ces réunions, le choix du lieu de la rencontre a été bel et bien spécifié. C'est à Yaoundé. Ça, c'est l'information officielle qui vient du gouvernement officiel d'un pays qu'on appelle le Cameroun. Tout autre... Et là, on dira débat clos. En principe, ce débat devait être clos. Mais il faut aussi noter le caractère surréaliste de ce débat. Je crois que Blaireau tout à l'heure a parlé de la sorcellerie. Et quand vous entrez dans l'aspect invisible de la chose. Quand vous entrez dans la définition de la sorcellerie, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est incroyable cette polémique. Je vous assure, elle dépasse tout, même le bon sens. En vérité, il y a d'un côté la FECAFOOT et de l'autre le MINSEP. Mais on oublie au milieu, il y a l'entraîneur sélectionneur. Qu'a dit Marc Brice? Non, Marc Brice, lui, il est du côté du MINSEP. Marc Brice a dit qu'il veut jouer à Yaoundé. Il a dit qu'il veut jouer à Yaoundé. Maintenant, Marc Brice, c'est qui? C'est le patron du staff technique des Lions indomptables. Est-ce qu'il est pensable, imaginable qu'on puisse dissocier la Fédération camerounaise de football du staff technique? Il y a d'abord combien de staff technique? Qu'il y en ait 2 ou 3, ce staff technique a un seul patron, reconnu par toutes les parties. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Marc Brice a été autant adoubé par le ministère des Sports, par tant les autorités et la FECAFOOT. Donc, c'est le patron incontesté. Est-ce que vous savez même que nous avons encore un problème de staff? Parce que le MINSEP a son staff. La FECAFOOT a son staff. Vous avez à régler ce problème. Non, mais ce qui t'explique, c'est que les deux staffs ont pour chef. Patron. Le patron, sa légitimité ne souffre de quoi. Est-ce que nous pouvons être sûrs
que si jamais le match aura lieu le 7, vous voyez que si jamais, je ne le dis pas parce que j'ai bu le matin, si jamais le match aura donc lieu le 7, bon, est-ce que les gens au niveau du banc de touche, est-ce qu'il y aura suffisamment de place? Avant le banc de touche, les spectateurs... Je dis ça, c'est si. C'est ça. Bon, mais les spectateurs, mais attends d'abord. Quand maintenant un spectateur doit acheter le billet... C'est la FECAFOOT qui vend les billets. Mais là, c'est la FECAFOOT qui vend les billets. Et la FECAFOOT dit que c'est Garoua. Garoua. Elle vend les billets pour Garoua. Est-ce que le spectateur doit acheter le billet de Garoua ou bien en attendant les billets du ministère? Est-ce que le ministère aussi va sortir ses billets pour Yaoundé? Ah, Kia, c'est compliqué. Non, je pense que là, évidemment, il faudra frapper du poing sur la table. Tu vas donc le programme. Tu n'es même pas encore apprenti sorcier. Je dis parce que c'est... Imaginez, non. Il faut... Parce qu'il n'y a pas besoin. Parce que, écoutez, dans un pays, les affaires ont leurs responsables. Et beaucoup oublient un détail. Quand ils analysent cette affaire, quand tu parles du ministère, de qui le ministre des Sports tient-il son pouvoir? Il est membre d'un gouvernement dont le chef incontesté. Il y a même deux têtes de l'exécutif. Il y a d'un côté le Premier ministre et de l'autre le président de la République. Là, c'est la Constitution. De qui, moi, le combi, tient-il son pouvoir? Du Premier ministre et du président de la République. Pensez-vous que si, quand il se place devant les caméras, quand il préside une réunion et qu'il prenne des décisions, pensez-vous qu'il le fait à son nom? Merci, je crois qu'il le fait au nom du gouvernement dont il est le dépositaire au ministère des Sports. Donc, le conflit en ce moment, c'est un conflit entre une entité qu'on appelle la Tu essaies de rationaliser une un gouvernement. Ce n'est pas un conflit entre un ministère des Sports. On t'a dit que le match aura lieu à Garoua. Oui, ça c'est ce que la FECAFOOT souhaite. Que le match souhaite à Garoua. On souhaite. Les dispositions sont déjà prises. Tu n'as pas lu le dernier communiqué? Non, j'ai lu la dernière lettre de la FECAFOOT, voilà. du 26 août, adressée à l'administrateur de l'UNIES. Voilà. Félix Ewané. Donc, pour le moment, le nom de Bel-Antoine, Joseph-Antoine Bel n'est pas encore cité dans cette... Il faut le citer, ça va faire quoi? Il est là. Vous pouvez le citer, mais la lettre adressée, je finis là à parfait. Oui. La lettre adressée par la FECAFOOT à l'administrateur de l'UNIEF porte sur une demande du stade. Donc, la FECAFOOT s'est empressée d'annoncer que le match aura lieu à Garoua, mais elle n'a pas sécurisé cet espace. Si maintenant le NIEL lui dit que le 7 là, le stade de Garoua est déjà loué, qu'est-ce qu'elle fera? Parce que c'est après avoir informé les Camerounais que le match aura lieu à Garoua que la FECAFOOT, hier lundi, a écrit à l'ONIES pour lui demander la mise à disposition du stade. Est-ce que ça c'est sérieux? Il y a quelqu'un qui me disait à l'entrée de ce studio, je ne sais pas à quel niveau cela est vrai, que pour des raisons de réfection de l'aéroport de Garoua, les travaux débuteront du 1er septembre au 8 septembre. Et l'administrateur de l'UNIES peut faire le coup à la FECAFOOT de Japoma pour lui dire que la pelouse du stade de Garoua n'est pas en l'état. Non, mais je vous donne même encore un autre biscuit. Les vols internationaux risquent d'être suspendus du 1er au 9 septembre sur Garoua. L'aéroport de Garoua sera... Et donc les joueurs devront marcher. C'est pour souligner le fait que quand le ministre des Sports parle et agit, il le fait au nom d'un gouvernement. C'est compris, Thierry. Accueillons un autre frère qui nous a retrouvés sur ce plateau. Parfait Ongene, bonjour. Bonjour, Parfait. Bonjour, Homo. Bonjour. Comment tu vas? Oui, je vais bien, sauf que je ne suis pas un sorcier. Ah, dommage. Contrairement à Blaireau, qui est certainement... un initié. Un initié, certainement côtoie le grand Manitou. Nous autres, nous n'appartenons ni à la catégorie des petits sorciers, ni d'apprentis sorciers. Nous ne sommes pas sorciers du tout. Vous êtes seulement des observateurs? Des observateurs jusqu'à un certain niveau. Vous savez, lorsque vous observez ce que font les sorciers, vous courez le risque parfois de tomber aveugle. On peut vous ouvrir les yeux à l'occasion. Je souligne d'abord, avant de continuer sur la sorcellerie, que vous êtes un homme politique. Vous soutenez les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes par ailleurs conseiller régional du Sud. C'est exact? Oui, c'est exact, conseiller régional du Sud. D'ailleurs, il faut dire que le Conseil régional du Sud obéit à la logique du président de la République dans son idéologie de faire du Cameroun un pays décentralisé.
Et nous sommes là au-delà des premiers pas de la décentralisation. Nous sommes dans la phase de l'approfondissement et de l'accélération de cette décentralisation. Tout à fait. Afin que les populations soient beaucoup plus imprégnées des réalités liées au développement local. C'est-à-dire un développement participatif et inclusif qui intègre toutes les entités, toutes les forces, comme on les appelle les partenaires du développement local. Donc c'est une véritable vitrine que le président de la République a créée à l'effet de permettre au peuple camerounais de participer directement au développement de leur environnement. Parfait, Onguéné, vous allez garder le microphone. Hein. Vous nous avez trouvé justement dans ce grand débat au Cameroun, qui a des allures maintenant d'un débat national, sur des choses pour moi aussi simples, aussi basiques, sur le lieu de la rencontre des matchs de football. Depuis Mathusalem, hein, les matchs se jouent au Cameroun, il n'y a jamais eu ce genre de débat sur où la rencontre aura lieu. Vous qui êtes quand même aussi un Camerounais, et qui dit Camerounais, ça veut dire que vous vous intéressez aux histoires du sport, et surtout du football. Où est-ce que vous vous situez dans ce débat? L'homme politique que je soutiens est c'est le premier sportif camerounais, le président Biya. Et il a une passion qui est pour le football, qui ne fait plus l'ombre d'un doute. Cela veut dire que même ne serait-ce que par effet de contamination, nous sommes obligés de soutenir le football et d'avoir la même passion pour le football. Seulement, voyez-vous, il y a un intellectuel camerounais qui avait théorisé sur l'état légal et l'état réel. Le conflit entre l'état légal et l'état réel, nous vivons ça dans le cadre de l'organisation du football camerounais depuis la mandature, non, pas quelques mois, depuis la mandature de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Alors, il y a dans toutes les parties un peu d'état réel, c'est-à-dire que chacun essaie d'évoluer avec l'état réel, l'autre essaie d'évoluer avec l'état légal. L'état réel, c'est qui? C'est beaucoup plus M. Samuel Eto'o et ses partisans, c'est-à-dire que qui surfent sur des leviers qui n'ont rien à voir parfois avec la légalité. Et puis maintenant, il y a l'état légal sur lequel s'appuie le ministre Narcisse Molekombi pour rappeler que c'est le gouvernement qui définit la politique sportive et que tout ce qui concerne le sport relève de la compétence exclusive du gouvernement. Sauf que le gouvernement, à un moment donné, comme il le fait avec la décentralisation, pour confier une partie de ses compétences dans ce domaine à une entité comme la FECAFOOT pour s'occuper d'une parcelle de pouvoir en matière de gestion du football camerounais, notamment la FECAFOOT. Alors, vous arrivez donc là pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de conflit. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'état réel, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Pourquoi il n'y a pas de conflit? Parce que le ministre Narcisse Molekombi prend des décisions au nom du gouvernement. Il prend des décisions au nom du président de la République, parce que c'est le président de la République qui l'a nommé. Il n'a jamais été évicté de son poste, parce qu'il a pris une position qui soit contraire à la position officielle du gouvernement. Mais nous remarquons tout simplement qu'il y a des résistances au niveau de la FECAFOOT, et ces résistances-là conduisent à ce capharnaüm que nous vivons, c'est-à-dire que à ces embrouilles que nous vivons. Alors, le gouvernement... Allons droit au but. Hein. C'est parfois en Guinée que moi j'interroge. C'est vrai que vous avez fait une analyse. Maintenant, vous pensez que le match doit se jouer où? Bien évidemment, mes oreilles entendent plus lorsque c'est le ministre des Sports qui parle. Ah bon? Mais je deviens sourd lorsque c'est quelqu'un d'autre, un autre acteur. Donc quand Samuel Eto'o parle, vous êtes sourd? Oh, oui, je suis sourd. Est-ce que c'est sérieux ça? Je n'entends rien. C'est quand même le président de la FECAFOOT. Et puis mes yeux sont aveugles lorsqu'il s'agit de regarder ce que fait l'état réel. Moi, je suis dans l'état de droit. Et je pense que le ministre Narcisse Molekombi a dit que le match se jouera ici à Yaoundé. Donc, débat clos. Mais le débat est clos. Il y a un grand homme aussi qui est entré, oui, Richard Bona, un valeureux Camerounais, qui dit que le match aura lieu à Bamenda. Ça va dans tous les sens. Non, ce n'est pas dans tous les sens. Il dit que ça donnera l'occasion à beaucoup d'aller manger le soya à Bamenda et de dire que tout va bien au Nozo. Donc, lui propose le stade de Bamenda. Merci beaucoup. Voilà, donc, Joseph Zambo, c'est vrai que vous êtes très attiré par les problèmes d'entrepreneuriat et tout. Même le sport, hein, c'est une forme d'entrepreneuriat. Alors, le match aura lieu où? Bon, en tout cas, moi je parle au nom des jeunes.
Et Les jeunes ont leur mot à dire sur le lieu de la rencontre. on a notre mot à dire sur la Vous situation. pensez que c'est la fête de la jeunesse? Non, nous sommes les jeunes, c'est nous qui portons quand même le flambeau du pays sur le temps. Mais nous voulons juste passer un message, c'est que cette affaire ne nous concerne pas. Ah bon? Et nous ne dirons Mais pas. ce sont les jeunes qui jouent au foot, hein, pas les vieux. C'est une minorité qui joue le foot. Mais nous, la majorité, cette affaire ne nous intéresse en rien. Et ne nous ajoute rien. Donc même si le match engage en se rien. joue à Kondo Titi, c'est pas un problème. Qu'ils ne jouent même pas. Ah bon? Ça ne nous dérange pas. Nous, on a ce qu'on veut. Et ce qu'on veut n'a rien à y voir avec ce qui se passe. Vous avez des positions bizarres, hein? Parce que si le match ne se joue même pas, le Cameroun sera battu sur tapis vert et éliminé de la phase de la compétition. Donc on n'ira pas à la Coupe d'Afrique. Nous sommes là, nous rigolons. Hein? Parce que Mais je vous ai dit que c'est un autre objectif qui a été fixé, non? Nous rigolons. Au-delà des positionnements parfois Oui, le personnels, parfum gagné. oui, des positionnements parfois personnels. Quelle est la plus-value du football dans le développement du pays en général? Moi, je vais être concret. Peut-être parce qu'au Cameroun, nous utilisons mal les retombées du football. Mais le football génère beaucoup d'argent. Oui, il génère beaucoup d'argent, mais également décaisse beaucoup d'argent dans le trésor public. C'est vrai aussi. Ça, c'est au Cameroun. Ailleurs, il y a des fédérations autonomes. Pourquoi c'est pas autonome? Parce qu'on a réussi à rentabiliser Vous pouvez nous en citer. À rentabiliser le football. Vous pouvez Parler nous du en sport. citer une. Je peux vous parler du championnat anglais. Pensez que ce championnat-là bénéficie de la subvention du gouvernement anglais. Je peux vous parler également du championnat de basketball américain. Aucune entité ne peut exister dans un État avec le caractère d'autonomie. Si vous avez une entité autonome au sein d'un État, Je parle d'autonomie financière. Non, il y a toujours des pans qui font en sorte que les fédérations Et je parle dépendent de la l'État. rentabilité du produit, le produit qu'on appelle football, le produit qu'on appelle basketball. Parce qu'en vérité, parfait, c'est un produit. Ce spectacle que nous consommons là, c'est des produits. Ailleurs, on a su les rentabiliser. Il n'y a qu'à regarder le week-end, vous voyez les stades en Europe, c'est rempli. Ces gens payent des tickets. Mais les stades aussi sont déjà remplis au Cameroun, non? Ces gens payent des tickets. Ces tickets, c'est des recettes. Ça fait tourner une économie. Les stades appartiennent à qui? Mais il y a des clubs qui ont leur stade. Ça alors? Il y a des clubs qui ont des stades. Merci, hein, de toutes les Donc, façons. je pense que chez nous, Oui, je suis ton Thierry. oui, je vais aller très vite. Parce que chez nous, la réflexion, elle est restée figée, bloquée. Le football n'a jamais développé un pays. Non. Au contraire, le football est un des leviers de développement. Et le sport en général. Parce que le sport contribue à la création d'emplois. Je vais prendre un exemple très pratique. Moi, je suis le président de l'association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement. Imaginez qu'on décide que les sélections nationales, féminines comme masculines, ne vont s'habiller qu'en maillot cousu avec du coton camerounais. Vous imaginez le nombre d'emplois que ça va générer dans la filière cotonnière camerounaise. Juste cet exemple. Et après, après la phase pilote, on va maintenant au niveau des clubs. On dit les clubs vont porter des maillots qui seront cousus avec du coton made in Cameroun. Imaginez le nombre de clubs qu'il y a et imaginez les recettes que ça va donner. Merci, hein. Et c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous continuons naturellement à suivre avec grand intérêt cet autre débat au niveau du Cameroun. Cameroun-Namibie pour le journal, le quotidien très sérieux dédié de 9h Info Matin. Le match aura lieu à Yaoundé. À tout de suite pour la suite. Pierre Blériot-Niemek, nous vous redonnons la parole cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Alors, parfait ici, la dénonciation de ce jour, je la résume. Le monsieur est allé doter sa fiancée tandis qu'elle elle commençait à prendre une grossesse. Elle était en début de grossesse. La dot s'est bien passée, mais malheureusement, pendant la dot, il y a eu des pratiques mystiques sur la jeune fille. L'enfant qui est né par la suite est dans un piteux état.
Alors je vous raconte l'histoire. Ce monsieur connaît cette jeune dame depuis longtemps et puis à l'occasion il a pu voyager, il est allé en Occident. Mais il a gardé avec sa dulcinée la promesse de mariage. Il est donc revenu il y a 3 ans de cela et sa femme est tombée enceinte. Par la suite, ils ont programmé la dot au village. Il a été réticent parce qu'il est bantou comme vous et moi. Il a dit à sa belle-mère que chez nous, les bantous, ce n'est pas souvent indiqué de doter une femme quand elle est enceinte. La mère lui a dit non, ça ne faisait pas de problème, ainsi de suite. Ils y sont allés. La dot s'est passée. Aujourd'hui, il se rappelle que pendant la dot, il y avait eu des échauffourées assez tendues entre quelques vieux de ce village à un moment donné. Après, ça s'est calmé. Il a entendu un des vieux dire à l'autre, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais à l'époque, il n'avait pas fait de lien avec la grossesse de sa fiancée. Par la suite, l'enfant est né, mais déjà la naissance a été très difficile. Dans des conditions vraiment difficiles, l'enfant est né, la tête a été déformée. Cet enfant a 2 ans et un peu plus, jusqu'à ce jour ne voit pas, ne marche pas, est couché sur un lit. Ils ont eu un deuxième enfant il y a quelque temps qui, elle, montre des signes normaux. Mais ce premier enfant montre des signes d'handicap très élevés. Il souhaite donc que nous lui apportions des voies de solution. Il a rencontré un prêtre qui lui a dit que ce n'est pas une affaire simple. Mais dès qu'il a fait le compte rendu à sa belle famille, cette belle famille, y compris sa fiancée, se sont mis dans un grand courroux. Ce qui le laisse sans voix parce qu'il se disait que il n'a pas accusé quelqu'un nommément, mais il se disait que sa belle famille l'accompagnerait dans le processus de recherche de la guérison de l'enfant. Il est donc désemparé parce que sa fiancée est très fâchée après lui pour avoir laissé subodorer que ce serait la famille de celle-ci qui aurait causé ces problèmes à l'enfant, ainsi de suite. Il voudrait que la paix revienne dans son couple, mais il voudrait aussi trouver les voies et moyens pour soigner son enfant, si cela est faisable. Merci. Parfait, Ogéné. On vous repasse donc la parole. Vous qui êtes un bantou, vous avez certainement suivi pas mal d'histoires, pas très loin de là. Alors, est-il possible qu'il y ait eu des pratiques de sorcellerie dans le cas de cette dot, même si vous avez reconnu tout à l'heure que vous n'étiez ni apprenti, ni petit sorcier, mais généralement quand même, j'ai aussi suivi chez nous les bantous qu'il n'est pas indiqué que nous puissions avoir une dot lorsque la fille qui va être dotée est enceinte. Je vous passe la parole. Effectivement, dans les pratiques sociales, dans la culture en général bantou, et quand, il faut rappeler que lorsqu'une dame est enceinte, on ne peut pas organiser sa dot, c'est proscrit, sauf qu'on ne nous a jamais expliqué pourquoi, on ne nous a jamais donné les raisons, tout comme lorsqu'on ne vend pas, commercialise pas la nourriture apportée dans le cadre de la dot. Alors, il est possible qu'il y ait des conséquences lorsqu'on transgresse une telle règle, qui est une règle traditionnelle, qu'il y ait des conséquences. Alors, la question, vous savez, lorsqu'on parle de la sorcellerie, c'est tout ce qui est irrationnel. C'est tout ce qui est difficile à expliquer. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé et qui peut en être l'auteur? Si jamais il y a eu des petits détails. Blériot a dit tout à l'heure que lors de cette dot, effectivement, il y avait eu des problèmes. Une altercation. Forte altercation, selon Blériot. Et il y a eu 2 vieux qui ont eu un échange. Un vieux a dit à l'autre, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. L'autre lui a dit, moi je vais faire. Donc apparemment, c'était au sujet de cette affaire de grossesse. Et finalement, l'enfant qui est né, plus de 2 ans, il est sans façon. Alors, moi, je voudrais quand même ce que Blériot a soit refusé de nous dire, ou alors ce qu'il a
oublié de nous dire, c'est de savoir si on a pu indiquer, diagnostiquer les causes cliniques ou les causes biologiques de cet enfant. On repasse la parole à Blériot. Voilà. Blériot, est-ce qu'on a quand même amené cet enfant à l'hôpital? Et qu'a dit l'hôpital? Bien sûr, oui, c'est ce que j'ai omis. Le papa a fait faire de profonds examens à l'enfant. On parle de lésions au niveau du cerveau, de lésions graves au niveau du cerveau. Lésions graves au niveau du cerveau. Ouais. On a même donné, ils ont appelé ça le syndrome de West. Ça veut dire quoi? Voilà. L'enfant qui est né ici. Voilà. Donc merci de me rappeler. Oui, on dit lésions au niveau du cerveau. Le syndrome de West. Mais tout est au niveau de la tête quand même. Et la tête est totalement difforme. Parfait, Onguéné, quelle est la solution que vous proposez à cette famille? Déjà, si la médecine moderne a déjà décelé une cause, oui. Ce qui veut dire qu'on peut effectivement trouver une solution sur la base de cette cause-là. Vous savez, il y a un phénomène qui se passe dans nos différents villages, c'est-à-dire qu'il y a des vieillards qui sont très dangereux et qui acceptent d'assumer le fait qu'ils sont sorciers et qui assument parfois des phénomènes disproportionnés au village comme ça, à l'effet de se montrer plus dangereux et poser des actes le plus redoutable possible. Parfois, ils n'en savent absolument rien du tout, mais dans la mesure où il devrait montrer qu'il est un homme à craindre, il est obligé d'accepter et parfois de parler. Voyez-vous, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer deux vieillards devant tout le monde? L'un dit ne fais pas ça, l'autre dit fais ça, l'autre dit je vais faire ainsi de suite. Écoutez, ça c'est une scénette. C'est-à-dire que c'est de la comédie en réalité. Moi, vous en parlez avec beaucoup de désinvolture. Moi, je ne crois pas beaucoup à la sorcellerie. Ah bon? Vous êtes africain? Je suis africain. Vous avez été inquiété une fois? On m'a dit, on m'aurait souvent dit que j'ai été inquiété sur quelque chose. J'avais été malade à un moment donné là. Et je vous suggère de ne pas parler avec autant d'assurance. Ah non, je dis, on ne peut pas exclure. On ne peut pas exclure dans la totalité le fait que ces choses-là existent. Il y a quand même un monde astral qui existe, il y a une vie spirituelle qui existe, que nous connaissons tous, mais c'est l'efficacité de ces hommes qui prétendent être les seigneurs dans ce domaine-là, qui, moi, parfois me fait souvent reculer. C'est-à-dire que je refuse souvent de penser qu'il y a des individus qui sont... Vous savez, une fois, je suis allé dans mon village, on m'a dit qu'il y a un petit là qui est très sorcier. Je l'ai fait venir à la maison et j'avais organisé, bon, à chaque fois que je suis au village... Il y a à boire et à manger. Voilà, les miens arrivent. Du côté d'un vainqueur. Le lendemain, je l'ai appelé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant... Parce que j'ai vu les gens, des altercations, il y a eu des chicayas, il y a eu des disputes là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il tentait de me démontrer qu'en réalité, c'est lui qui me protégeait. C'est-à-dire que face à tous ces gens, et c'est pour ça qu'il était calme. Attaqué. Il était calme. Oui. Et que ceux qui étaient en front office, en réalité, c'était des camps qui appartenaient l'un à lui, qui me protégeait, et l'un à l'autre qui voulait en découdre. Alors, je lui pose la question de savoir, bon, vous me protégez, pourquoi? Je ne vous ai pas demandé de me protéger. L'autre qui m'attaque, je peux comprendre que cela relève certainement des convictions qu'il a, mais vous me protégez, pourquoi? Il me dit, parce que nous venons souvent manger et boire ici. Je dis, mais si vous mangez et vous venez boire ici, ceux qui voulaient m'attaquer, ne mangent-ils pas et ne boivent-ils pas ici? Il me dit, je lui dis, qu'est-ce qu'il voulait exactement faire? Il dit que ces gens-là étaient déjà en train de me prendre pour un animal, pour une viande. ADPC, ouais. Se partager les parties. Bon, en réalité, j'ai beaucoup trouvé en ça, en son raisonnement, une fiction. C'est-à-dire qu'une imagination débordante. Monsieur Parfait Onguéné, oui. Ce n'est pas le moment de mon intervention. Allez-y. Vous permettez? Il y a eu dans les zones de votre village une haute personnalité. Le village a décidé de la manger. Cette personnalité, vous et moi la connaissons. Elle s'est fait soigner dans le monde entier. Le village a dit on te mange parce que tu es très méchant. Tu es très méchant. On a mangé cette personnalité-là. Un ancien DG. Un ancien DG. Ce DG criait quand il mourait, on est en train de me manger. Il était dans la fiction, on l'a enterré. Et au village, chacun a dit ce qu'il avait mangé et qu'il ne remettait pas. Vous connaissez ce DG, non?
Vous ne le connaissez pas, je le cite. C'est de coutume chez nous, à chaque fois qu'il y a un deuil, je vous dis qu'il y a des dangereux. Non, cette histoire est une fable. Ce DG criait, il a fait le tour du monde. Il est allé en Inde, ce DG. Il est allé en Inde. Oui, mais on meurt aussi quand on est en Inde. Même en Inde, on meurt. La médecine, il n'y a que Dieu seul qui est le meilleur. Non, on ne l'a pas mangé, ce DG. Non, il est mort de ses propres fictions. Je pense que les Africains vivent beaucoup plus dans l'imagination. Non, vous défendez notre thèse. On va en reparler. Dans le virtuel. C'est le virtuel, la sorcellerie. Nous avons donc de la peine à nous rendre compte qu'il est temps de vivre sur la base de la matière. Le son chez nous, les bassins, c'est le virtuel. Vous voulez expérimenter le son? C'est le virtuel. Je suis pas. Je demande si c'est le virtuel. Je demande si c'est le virtuel parce que quand quelqu'un tient ce genre de discours, c'est quand même. C'est le virtuel, le son. La blaireau calmez. Non, je ne suis pas fâché. Je demande si c'est le virtuel. Je dis il y a de l'exagération. Non, est-ce que le son est virtuel? Il y a de l'exagération. Je n'ai pas exclu le fait que certains phénomènes d'accord. Mais il y a de l'exagération. On vous a compris. Il y a de l'exagération. D'accord, on va passer la parole à Thierry Djoussi et personne ne va lancer le son à l'autre ici. Vraiment. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai une émission, on ne fait pas du mal aux gens. Alors, Thierry, vous vous situez à quel niveau? Parce que c'est quand même une famille qui a des soucis. Avoir un enfant plus de 2 ans qui ne marche pas, qui n'ouvre pas, une tête difforme et tout ce qui va avec. Et on accuse la sorcellerie. Oui, je commencerai par dire que sur ce plateau que nous sommes des humains. Donc nous allons commencer par dire toute notre compassion Tout à fait. à ce couple qui traverse une période difficile. Et puisque nous sommes des humains et des croyants, par-delà tout, nous allons prier pour que ce couple retrouve la paix et la sérénité nécessaires pour encadrer cet enfant qui n'a pas demandé à naître. Des gens ont travaillé, peut-être la nuit, dans le bon sens, pour que cet enfant voit le jour. Malheureusement, il se trouve dans une situation difficile avec... Je vais vous poser une autre préoccupation à Thierry. Le fait que chez nous, les hommes de la forêt, on interdise qu'on puisse douter une femme lorsqu'elle est enceinte. Est-ce que ce n'est pas... Et comme nous l'a dit tout à l'heure, parfait, on ne nous a jamais expliqué pourquoi. Hein. On nous a seulement dit que on ne doit pas vous avez demandé quand elle est enceinte. Est-ce que vous avez demandé? Bon, je vais demander D'abord, le fait qu'il y ait ce genre d'interdit, est-ce que ça ne démontre pas aux yeux du monde que là, nous sommes déjà en plein dans la sorcellerie? Le fait qu'une fille soit enceinte au moment de la dot ou pas, où est le problème? Bon, il faut commencer d'abord par dire que la dot, c'est une institution. Oui. En vérité, la dot, ce n'est pas une affaire de 2 personnes. C'est clair. De couple. C'est une affaire de famille. Tout à fait. C'est-à-dire que quand vous voudrez doter, vous vous adressez à la famille de la femme et la famille nucléaire de la femme s'adresse à la grande famille, généralement. Et ces grandes familles ont un chef. C'est-à-dire que si la dot a eu lieu, ça veut dire que les chefs de la famille de la femme ont accepté. Donc la famille de la femme a accepté que la dot se tient. Alors si elle a pris le risque, ou bien si la famille de la femme a accepté que la dot se tienne, ça veut donc dire qu'en amont, on peut le penser, des dispositions ont été prises. Parce que nos traditions, il y a des dérogations aussi dans les traditions. Parfois, vous pouviez aller à la chefferie et on vous dit, voilà, je veux faire ceci, bien que la tradition l'interdit. Mais il se trouve que c'est le bon moment pour ceux qui veulent le faire. Après, l'un va voyager, l'autre. On dit, bon, ok, si vous voulez à tout prix faire cela, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Donc, il faut aller contenter les esprits. Je ne sais pas si cela a été fait. Mais moi, je note que la dot a eu lieu. Et avec mon intelligence et mon raisonnement cartésien, je me dis que si la famille de la femme s'est assise pour accepter la dot, organiser la cérémonie, ça veut dire qu'au préalable, des choses ont été faites. Bon. Maintenant, l'homme dit que pendant la cérémonie, il a écouté 2 personnes se disputer, l'un disant à l'autre ne fais pas ça, et celui de répondre je vais le faire. Bon, c'est un indice peut-être. Peut-être c'est un indice qui influence le raisonnement de l'homme. Peut-être. Peut-être cet indice influence le raisonnement de l'homme. Peut-être qu'il s'agit véritablement d'une situation de sorcellerie. Parce que parfois nous pouvons écouter des gens parler. Des extraits, ce qu'ils disent. Et notre imagination nous fait penser à certaines choses.
Parce que rien ne dit que ces deux vieillards parlaient du ventre de la femme. Et parler donc de quoi à ce moment précis? Ça pourrait être l'effet de... Je parle de l'imagination, parce que vous pouvez trouver deux personnes en train de causer. Vous écoutez un bout de leur conversation et votre Non, imagination... ils ne causaient pas. On vous a dit que c'était une vive altercation. Oui. Ce n'était pas une causerie Et l'homme normale. l'a interprété à sa manière. Alors, que faut-il faire? Donc je pense que ce qu'il faut faire premièrement, si ça relève du mystique, il faut repartir au village. Voir s'il n'y a pas possibilité de réparer. Ceux qui ont gâté peuvent encore réparer? Il y a des gens qui ont des pouvoirs de réparer. D'accord. Donc peut-être que ceux-là peuvent réparer, ou bien il ne faut pas aussi négliger la piste clinique. Parce que les médecins ont fait un diagnostic, on parle de lésions, etc., etc. Donc je pense qu'il faut également voir dans quelle mesure on peut allier à la fois le côté mystique, c'est-à-dire une voie mystique, un traitement vers le village, et aussi on ne néglige pas la piste clinique. Très bien. Donc Joseph, le conseil que oui. je leur donne, c'est ça, c'est de mettre les compris. deux faits au feu. Aller au village, voir ce qu'il faut faire, tout en suivant le traitement que le médecin a prescrit. Joseph Zambo, est-il possible que ce bébé qui est né a été foudroyé dans le ventre de sa maman, ou alors il faut simplement suivre, comme dit Thierry, la piste clinique? D'accord, bon. Ça, par contre, c'est un sujet qui aide les jeunes. C'est toi qui connais les sujets qui aident les jeunes et ceux qui ne les aident pas. Je vois juste celui qui peut m'aider. Et les jeunes se retrouvent. Bon, en tout cas, moi, je pense que on a affaire avec une jeune dame qui est camerounaise et un jeune homme camerounais, mais qui grandit dans un autre écosystème. On a simplement un problème sur le mot sorcellerie, qui ailleurs s'appelle magie. Mais si on disait la magie, nous tous on allait se retrouver. Parce que c'est simplement une science qui ne s'est pas encore expliquée. C'est vrai que la sorcellerie, la magie, c'est pas fondamentalement la même chose. Hein? Bon, moi je dirais peut-être oui. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, chez eux, lorsqu'ils n'ont pas encore pu expliquer une chose, ils appellent la magie. Et Le mot sorcellerie, c'est leur mot aussi. Hein. Oui, mais qui est appliqué beaucoup plus ici. Parce que Comment ça? réellement, entre deux chez Est-ce eux... que le mot sorcellerie, c'est un mot bassa? Non, je répète encore. Je dis bien que... Mysticisme, c'est un mot bêtis. De la considération africaine sur le mot sorcellerie, ça revient à la même chose qu'à l'Occident, ils appellent magie. Parce qu'on n'explique pas la sorcellerie chez nous. C'est-à-dire c'est des choses que le commun des mortels ne peut pas expliquer. Non, disons que toi, tu ne peux pas expliquer, les autres expliquent. Ceux qui sont initiés, c'est comme les magiciens. Quand ils sont initiés, ils expliquent leurs choses. Mais nous qui ne sommes pas initiés, c'est du waouh. C'est incroyable. Et je dis encore que lorsqu'on parle de magie, on se retrouve tous. Mais quand on parle de sorcellerie, d'autres disent qu'ils ne croient pas en ça. D'autres ailleurs disent que ça n'existe pas. D'autres parce que chez nous, c'est toujours le village, selon leur conception. Mais moi, je dis encore, lorsque le jeune homme est à l'extérieur, décide de venir épouser une fille ici, je crois qu'il devait quand même se poser des questions sur comment protéger cette affaire. Parce que chez nous, aller à l'étranger signifie être le riche qui va sauver la famille. Et ils prennent parfois nos femmes qu'on souhaite épouser comme étant celles qui vont éloigner cette personne de l'objectif qui est de faire arriver l'argent dans la famille. Mais sauf que je me pose souvent certaines questions. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas des musulmans albinos sans toutefois déranger l'image des albinos? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de musulmans albinos? C'est très rare en tout cas. Le fait que ce soit rare ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Oui, mais c'est très rare. Et je me pose des questions alors que la Alors, génétique quel est est le pareille. parallèle ou bien Le rapprochement parallèle, qu'on pourrait c'est que faire? lorsque cet enfant est né, les médecins avaient déjà découvert tout ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il fait quand même beaucoup de mal à cette famille. Qui? Cet enfant, actuellement, il fait beaucoup de mal à cette On doit le famille. liquider? C'est pas ce que j'ai dit. Faut-il donc quoi? Dans C'est d'autres là que tu secteurs, parlais des albinos musulmans. dans d'autres secteurs, d'autres C'est conceptions exactement les albinos. réfléchissent Il sur réfléchit, ce c'est genre quoi? de cas. Lorsque quelqu'un est totalement invalide et l'enfant Qu'est-ce y que a, vous voulez dire exactement? qu'il faut que cette famille réfléchisse. Vous C'est voulez pas- faire comprendre qu'il faut tuer cet enfant, Non, c'est ça? c'est pas ce que je que vous dis. avez peur de dire. Non, je ne souhaite pas qu'on arrive là-bas, mais je Vous dis, dites alors quoi? cet enfant aujourd'hui, ce monsieur, je suis sûr qu'il souffre beaucoup. Et il va encore Et continuer comme il à souffre beaucoup, souffrir. que faut-il faire? Il faut qu'il réfléchisse sur comment résoudre cette affaire. Donne-nous cette piste de réflexion. Il m'écoute et je suis sûr qu'il comprend.
Il faut qu'il Comment réfléchisse. Toi, tu fais dans les devinettes. Parce que si, Quelqu'un a un problème et tu fais la devinette. si au niveau, C'est-à-dire que tu perds même encore plus la personne. si au niveau de la sorcellerie, il ne trouve pas une solution. Oui. Au niveau de la médecine, il ne trouve pas une solution. Et on a complètement une personne qui ne bouge pas, Oui. qui ne fait rien, qui regarde juste les gens passer. Non, il mange. Oui, la seule activité, c'est manger. Et voilà. Et en ce moment, on fait quoi de cette personne qui va Mais on l'élève. avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans? On l'élève. C'est un don de Dieu. Ok. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est les sages sont là, dites-nous. Parce Tu dis qu'il faut réfléchir. beaucoup ont aussi ce genre de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi on parlait d'albinos là tout à l'heure en rapport avec... D'autres ailleurs ont trouvé, je ne suis pas albinos, je suis pas ni albinos des ni choses musulman. bizarres. Hein. Parfait, parfait. Oui, C'est- parfait, Vous Ongebe. savez, ailleurs, ailleurs, on a légiféré des pratiques D'euthanasie. Voilà, d'euthanasie, parce que ça ne sert à rien de voir un autre être humain souffrir. Non seulement l'enfant souffre, mais également les parents. Vous savez que l'euthanasie est un grand débat hein, jusqu'à ce matin encore, parce qu'un être humain souffre. Nous prenons le cas de cet enfant, il faut le tuer. Et encore, Et pour nous qui croyons en Dieu, on dit il ne faut pas tuer. Vous ne pouvez pas croire en Dieu au point de laisser votre prochain souffrir. Parce que si Si vous tuez cet enfant, vous avez commis un péché. Vous avez tué. On dit que c'est Bon, Dieu seul qui rappelle à lui les âmes qu'il a créées. Voilà. et encore que c'est Dieu seul qui critiquement, rappelle à lui les âmes Les qu'il a âmes créées. créées. Et pourquoi avoir peur de la sorcellerie? Non, nous arrivons là maintenant. Ok. C'est parfait. On entre dans un hôpital en ressortant, il y aura beaucoup de morts. Hein. Parce que les gens souffrent beaucoup dans les hôpitaux. non, Non, nous parce allons que parler d'un cas il faut pas confondre souffrance et invalidité totale, invalidité parce que totale à ce d'un stade de la discussion, on ne nous a pas appris que le cas de l'enfant, uniquement parlant, est irréversible. On n'a pas appris. Peut-être qu'on peut guérir. Maintenant, la question que je voudrais poser Thierry, vraiment, on a pris beaucoup de temps, hein, vraiment, en quelques secondes. oui, rapidement, parce que on ne peut pas doter la femme quand elle est enceinte. Mais comment se fait-il que la famille de la femme, On ne le chef devrait de pas. famille, ait accepté que la cérémonie ait lieu et ait pris part à la cérémonie? Oui, ça Ça me permet permet que nous vous passons la parole hein, pour quelques pistes de solutions. Oui, en général, c'est la gourmandise qui fait que certaines familles pressées de manger le fassent. hein. Faire quoi? Accepte Doter la de femme. doter la femme pendant qu'elle est enceinte. Le principe, Pourquoi c'est interdit? voilà, les Bantous disent que celui qui mange l'animal ne mange pas l'animal que celui-ci a avalé. C'est-à-dire que quand vous tuez un serpent, par exemple, si vous trouvez que ce serpent avait avalé un porc épic, ceux qui mangent la vipère ne mangent pas le porc épic qu'on a tiré du ventre de la vipère. Vous comprenez? On dit que si vous faites les deux, alors, la dot elle-même, c'est de la sorcellerie. Comment ça? Ah oui, parfait. Ici, c'est pour cela qu'on ne va pas avec n'importe qui. Toutes les concertations africaines d'un certain niveau. Le truc que vous faites souvent, l'avant, le Silaou la nuit, C'est là où, oui, les souacs. c'est la sorcellerie. Vrai ou faux? C'est là où les choses peuvent sortir. Donc, quand vous allez doter une femme, si vous n'êtes pas bien entouré, on peut gâter votre mariage, on peut gâter le ventre de votre femme ce jour. Je vous prends rapidement mon propre cas. Quand je suis allé doter la première femme à ici, la sorcellerie s'est jouée. Celui qui devait parler était le plus grand sorcier de ma famille qui en fait devait me vendre. Ok. Oui, Lors de la dot. oui. C'était le petit frère à mon grand-père, voilà. Heureusement, j'ai de la baraka. Comme il était infirmier, on est venu lui donner une fille qui devait accoucher au moment où il devait aller parler. La fille était dans un mauvais état. Il a été retenu là-bas jusqu'à ce que la dot soit finie. Première étape. Deuxième étape, pendant la dot, mon beau grand-père, le père de Baker, découvre que les gars sont... Et effectivement, madame était enceinte de Bobby. Il découvre donc que les gars ont dit qu'ils vont manger l'enfant qui est dans le ventre pendant la dot. Le monsieur crée un grabuge pas possible. Il commence à jeter les casiers de bière dehors, il tape les gens. Mon grand-père se fâche. Il dit que non, monsieur Gimbouz, vous ne pouvez pas. Il a tout gâté. Finalement, on était obligé de se disperser. On dit, mais c'est pas possible, il a gâté. On se disperse.
C'est quand on va vers lui, il dit à mon grand-père que je croyais que tu es un vrai initié. Tu ne vois pas comment les gens ici sont en train de manger le ventre de ma petite fille. C'est comme ça que ça s'est calmé. Les gens se sont concertés pour dire que non. Ils ont commis l'erreur, ces deux enfants, en venant j'avais 21 ans, en venant doter. Alors qu'ils donc ils considèrent que c'est la nourriture, l'autre nourriture que vous êtes venu leur donner. Parce qu'ils ne peuvent pas vous donner à la fois la chair, on ne donne pas, on appelle ça du soin, on ne donne pas à garder une chèvre qui a déjà un autre enfant. On mange d'abord l'enfant là et on laisse la chèvre. Donc ce monsieur a été victime de cela. Maintenant, est-ce que c'est irréversible? Je n'ai pas tout de suite la réponse. Il va falloir fouiller. L'hôpital des Blancs aussi fait la sorcellerie. Contrairement à ce que les gens croient. Vous avez, si vous cultivez ici au Cameroun, les Allemands nous ont envoyé certains médecins qui opéraient seulement de nuit. C'est-à-dire le médecin arrive comme ça. Allez dans nos grands hôpitaux ici au Cameroun. Dans les salles de chirurgie, il y a un type là qui ne sert à rien, court, noir, laid. C'est lui qui dit au chirurgien que tu ne peux pas opérer aujourd'hui. Tu peux opérer. Non, si quelqu'un doute de ces choses-là, tu meurs. Ce n'est pas de la rigolade. C'est que on peut aller. Pourquoi les gens ne font pas savoir qu'ils vont se faire opérer? Pourquoi on peut vous programmer un vrai médecin initié? Il programme votre opération. Il se rend compte que les gars ont déjà tissé. Il déprogramme. Ces choses, ceux qui mentent, soit ils sont dans l'affaire et ils veulent nous entourlouper, soit ils sont naïfs. Ces choses existent et on en reçoit les effets. Je ne le dis pas pour que les gens vivent dans la peur permanente, mais pour qu'ils prennent des précautions. Quand vous allez à la doute, les gens qui vous accompagnent doivent être des vrais hommes. Et Zamboa dit cela sans le comprendre, sans bien expliquer. Quand on se rend compte que le beau-fils qui vient a des moyens, les familles qui détestent votre famille ont des représentants. Vous ne voyez pas souvent à la dot des fois un faux problème naît et la dot se bloque. C'est parce qu'un des gars est venu là, il a dit que non, cette famille ne mérite pas d'avoir un tel genre. Moi je suis venu pour gâter. Il vient, chez les Bassa c'est simple, hein, ce n'est qu'une herbe. On appelle ça l'incendie. Je viens avec cette herbe là, je jette ça à l'entrée. Tout ce que vous allez faire là, vous allez vous engueuler. Les gens vont contre la bagarre. La bagarre va s'engager. La bagarre va s'engager de rien du tout. Voilà. Donc la sorcellerie, elle existe. Le papa et son fils vont commencer à s'engueuler. Non, remets-moi l'argent, tu as bouffé. Pour rien. Donc ces choses existent. Mais quand on est avec des gens qui ont le troisième œil éveillé, qui ont un certain niveau d'élévation, ils vous préviennent. Ils n'auraient pas dû. Ils n'auraient pas dû, ils ont mal fait. Maintenant, on va essayer de voir ici et ailleurs s'il y a des maîtres qui peuvent les accompagner. Donc vous êtes d'accord avec l'école de sorcellerie qui a été créée, je crois, au Burkina Faso. Mais j'y ferai un tour d'ailleurs. Mes travaux portent sur Mendrat Hebga. L'un des ouvrages de Mendrat Hebga, c'est sorcellerie, chimère dangereuse, 3 points de suspension. Lisons quelques préoccupations des nombreux téléspectateurs. Soulève ta cuisse, je mets mon cou. Voici donc un exemple palpable de mauvaise interprétation. Là, je parle d'une cuisse de poulet et d'un cou de poulet. Monsieur, nous sommes dans une émission sérieuse. Hein? Vous venez de nous faire perdre 3 minutes. Bonjour parfait, j'aimerais que Blériot fasse partie du staff des Lions. Je suis sûr qu'il aura la solution pour Eto et moi les combis. Autre message ce jour. Alors, que lisons-nous ici? Oh là là. Merci Blériot, tu es un vrai homme. Vrai homme, ça veut dire quoi? Ça peut être polysémique. Bonjour El Perfecto pour la dénonciation. Le problème avec nos frères est au niveau des deux chefs de famille. Soit celui qui est allé chercher la femme et n'est pas initié ou avait participé, car un vrai homme-là aurait évité ça sur place. Apprenons à rester à nos places pour ce cas même avec les interventions. C'est un dégât collatéral. Un initié est un guide. Ceux qui croient qu'on peut tout acheter aujourd'hui.
Autre message ce jour. Bonjour le plateau. Il y a un proverbe bantou qui dit « Le sorcier oublie vite ses actes, mais la famille de la victime n'oublie jamais. » Le président actuel de la FECAFOOT, non. Nous n'allons pas lire ces messages. Hein. Voilà. Donc, nous parlons d'un cas où une famille est en larmes parce que leur bébé, depuis plus de 2 ans, est en difficulté. Vous pensez que ce n'est pas sérieux? Alors, bonjour le panel. Votre émission a une dimension divine. Que le Seigneur vous protège. Amen. Et on répond en cœur. Amen. Amen. Autre préoccupation. Bonjour à tous. J'ai la solution entre MINCEP et la FECAFOOT. D'accord. Il continue en donnant sa solution. Nous n'allons pas lire ta solution parce que tu choisis déjà un camp. Un autre message. Bonjour. Les musulmans ne font pas d'albinos parce qu'ils les tuent dès la naissance. Je suis musulman et nordiste. Je parle en connaissance de cause. Moi, je n'en sais rien. Donc, cela vous engage et engage aussi Joseph Zambo. Bonjour parfait. Bapou, qui vous avait insulté, a été arrêté hier. Ah ben, moi je parle des vraies choses. Hein. On m'écoute à travers le monde entier. Vous me parlez des balivernes. Bonjour perfecto, le chouchou des filles de Mendon. Joseph refuse de percer l'abcès. Il faut euthanasier l'enfant. Aussitôt, il est très surprenant d'écouter un Africain comme le conseil régional qui doute encore de la sorcellerie. S'il te plaît, Blériot, expérimentez quelque chose sur le conseiller ce soir. Non. Il n'y a pas de sorcellerie ici. Parfois, il faut être empirique. Il viendra faire son témoignage à la prochaine invitation sur le plateau. Blériot, je suis paralysé gauche de 2 jours. Monsieur le conseiller, apprêtez-vous. La dot est un bal des sorciers durant lequel les esprits s'entremêlent. Les uns veulent dominer les convictions des autres. C'est Félix Ningué, l'ami autoproclamé de Blériot. Autre message ce matin, en direct sur Espace Miné. Nous prenons donc ce message. Alors, bonjour parfait ici et à ton formidable panel. C'est toujours un plaisir de vous suivre. C'est vraiment déplorable de se rendre compte que le Cameroun se fait diriger par des personnes qui placent la sorcellerie avant les intérêts du Cameroun et prétendent d'une part servir les intérêts du Cameroun et d'autre part vouloir redonner toute sa grandeur au football camerounais. Nous sommes foutus concernant la dénonciation de ce jour. Oh là là, encore une histoire de sorcellerie. Déjà, beaucoup de courage à ce jeune couple et qu'ils aillent consulter un Bambok ou un Messini du côté de l'Ouest. Quand est-ce que les Camerounais et les Africains en général comprendront que la sorcellerie ne nous aidera pas à émerger? Pour la plupart d'entre nous, nous ne connaissons malheureusement pas pourquoi certains interdits existent, surtout dû à notre déracinement. Mais néanmoins, nous devons autant que possible éviter d'enfreindre les règlements des dieux de nos ancêtres sous peine de subir ce genre de situation. Bonne débition à vous. C'est Blériot Niemek Junior depuis Obili. Autre préoccupation ce matin. Bonjour perfecto. Quand le monsieur en lunettes sera injecté, il ne dira plus que la sorcellerie c'est du virtuel. Un coup de chapeau à Blériot. Non. N'intimidez pas. Je suis d'accord avec le monsieur en veste de couleur marron. Je pense que je vais parler de parfait. La sorcellerie est très discutable en Afrique. On dit que la femme enceinte ne mange pas le pangolin. C'est que quelque chose va lui arriver. Mais si la femme mange en cachette, rien ne va lui arriver. Mais si les hommes la voient, quelque chose va lui arriver. C'est Boris. Mais ça veut dire que tu as dit que la sorcellerie existe? Parce que dès qu'ils voient, ils font donc la sorcellerie. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous. Que la famille se rapproche de Mokolimba, alias 125 kilos de riz. Le gars va régler le problème avec son compagnon Rodrigue Adalbert Evina. Parfait, que le conseiller Ayopiste laisse la diversion. Tu peux faire la politique sans être sorcier. Vous blaguez avec les créatures. Donc, Colandom.
Autre message. Autre message ce jour, que dit le panéliste: les médecins ne sont pas sérieux lorsqu'on constate un cas pareil. On fait passer avec le consentement des parents, ceci pour éviter les fortes dépenses et le stress continuel. Assia, à cette famille, c'est Franck de Bokito. Autre message rapidement ce matin. Bonjour Perfecto. Pourquoi les gens ont peur de la vérité? Vous pensez qu'un ministre peut aller à l'encontre du vouloir d'un chef d'État? Recadrons bien le débat. Narcisse Molekombi n'est qu'un exécutant. À tout de suite pour la suite. Déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Longe. Des Ruisses Longe, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Longe, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Longe, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Longe, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. Special offer from Kalata International Higher Institute. Pay the full tuition fee before September 15, 2024. Enjoy a free language, scientific or technology stay abroad program with visa and plane tickets with free returns in 20 countries around the world. United States, Singapore, Canada, Japan, Australia, South Korea, Costa Rica, Germany, Ireland, Malta, Italy, Spain and France. We train in the professions of law and legal intelligence, IT, digital and web, management and commerce, banking and finance, health economics and social entrepreneurship, environmental sciences. Our diplomas and skills, HND, bachelor's degree, professional masters and doctorates. Join us at the Kalata International Building opposite the French Institute of Yaoundé. The academic year starts on October 7th, 2024. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, de massage manuel, médecine curative parce qu'elle a la longévité. Retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi 10h 11h52. Nous sommes là pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Nous sommes mardi, c'est connu de tous dorénavant, tous les mardis sur Info TV, plus précisément sur Espace Miné. Nous avons baptisé mardi entrepreneuriat parce que nous prenons un thème qui a trait à l'entrepreneuriat pour donner du courage aux jeunes, pour booster le moral de ceux qui veulent véritablement
véritablement développer le pays. Ce matin, nous parlons des diplômes. Une interrogation, le diplôme et l'entrepreneuriat vont-ils de pair? Et là, je passe d'abord la parole à notre expert sur le plateau, Joseph Zambo, pour nous planter le décor. Joseph Zambo, que pouvons-nous d'abord dire concernant cette problématique lorsque nous mettons le diplôme et l'entrepreneuriat? Déjà, la relation entre diplôme et entrepreneuriat suscite de nombreux débats. Certains affirment qu'un diplôme est essentiel pour réussir en affaires, tandis que d'autres soutiennent que l'expérience pratique et l'esprit d'initiative sont plus déterminants. Et pour ce débat, je préfère présenter déjà l'importance du diplôme. Oui. Et sur 3 éléments, la raison pour laquelle il faut avoir des diplômes. Déjà au niveau de l'accès aux connaissances théoriques, parce que les diplômes offrent une base de connaissances dans des domaines tels que la gestion, le marketing, la finance, essentiel pour gérer une entreprise justement. Tout à fait. Voilà. Au niveau du réseautage, on comprend tous que le réseautage commence même au sein de l'établissement scolaire. Parce que c'est au niveau de son parcours scolaire qu'on a les futurs investisseurs, les futurs clients, les futurs partenaires. Et ça commence même au milieu scolaire. Et puis des années plus tard, vous gardez cette relation-là. Et ça peut grandir maintenant à d'autres personnes. Au niveau de la 3e position, on parle de la crédibilité. Parce qu'une personne diplômée, quand même, rassure les clients, rassure les investisseurs, rassure les partenaires. Parce qu'on sait que non, on a affaire à quelqu'un qui a des diplômes dans le domaine dont il exerce. Maintenant, au niveau de quelques limites quand même, qu'on trouve aussi pour des diplômes, c'est au niveau de la connaissance pratique, surtout pour des personnes qui restent scotchées que sur les diplômes et se disent que seulement les diplômes qui donnent la connaissance théorique permettent à ceux qui s'en sortent au niveau des affaires. Au niveau de la 2e position, c'est au niveau de l'esprit d'initiative. Toutes les personnes beaucoup plus diplômées manquent d'initiative parce qu'ils ne croient qu'à ce qu'ils ont appris. Et se disent que tout ce qui sort de ce cadre-là peut être dangereux parce que ce n'est dans aucun livre et tout. Maintenant, au niveau de la 3e position, on parle de l'évolution des métiers. Il faut bien que de nouvelles choses se créent. Il faut bien qu'on quitte dans le prisme de ce que nous connaissons déjà ou de ce qu'on a appris et essayer de créer de nouvelles choses. Et ça demande de sortir du cadre scolaire. Il y a beaucoup de témoignages en tout cas. On parle de Steve Jobs, le créateur de Apple. C'est quelqu'un quelque part qui n'a pas vraiment étudié. Mais on ne peut non plus le prendre comme un modèle. Parce que dans son parcours, quoi qu'il soit assez impressionnant, il a été éjecté de sa propre activité à maintes reprises pour des erreurs stratégiques. Il y en a aussi de l'autre côté beaucoup de personnes qui ont beaucoup étudié, qui sont de grands diplômés, comme Elon Musk, qui est le plus riche du monde aujourd'hui. Il a étudié, il a fait la fac, il a appris ce qu'il fait aujourd'hui. Et on se dit que oui, on peut peut-être réussir sans diplôme, ça engage des avantages et des inconvénients. On peut aussi réussir étant beaucoup diplômé, ça engage aussi des avantages et des inconvénients. Mais si personnellement je dois faire un choix, je choisirais le choix d'être diplômé dans un domaine et d'exercer dans ce domaine. Vous choisirez d'être diplômé dans un domaine et d'exercer dans ce domaine-là. Parfait, Ongene, vous êtes un jeune Camerounais et qui est allé à l'école et qui a d'ailleurs eu de très bons diplômes et qui exerce dans son pays et qui est un homme politique. Il y a un vieux débat. Beaucoup pensent que ils ont même eu des idées à un moment donné pour mettre sur pied des entreprises dans des domaines bien précis, mais parfois ou alors de manière régulière. Ils ont été frustrés. On n'est même pas allé par 4 chemins pour leur rappeler de temps en temps, pauvre analphabète, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre le diplôme et l'entrepreneuriat? Ou alors, c'est quand même aussi un peu bien d'avoir le diplôme dans un domaine? Et effectivement, parfait, vous faites bien de poser cette question. C'est-à-dire que le diplôme, il faut le savoir, est un indicateur de connaissance. Le diplôme, c'est pas la connaissance. Parce que vous voyez, dans le diplôme, c'est un parchemin qu'on peut obtenir parfois dans des conditions de tricherie. Et on peut donc être diplômé dans un domaine sans maîtriser, sans avoir la maîtrise de ce domaine-là. Tout à fait. Alors, il y a une dame, Condoleezza Rice, qui disait à propos des chefs d'État, qui disait qu'il n'y a aucune école qui forme les chefs d'État.
Je dirais effectivement, il n'y a aucune école qui forme des dirigeants de qualité dans un domaine bien précis. En fait, il s'agit là parfois du développement personnel, des initiatives personnelles, de la passion qu'on peut avoir dans un domaine qui vous pousse à faire vos recherches personnelles pour réussir dans un domaine bien précis. Le diplôme est bien, mais le diplôme ne peut pas rendre compte dans la totalité à la fois des succès ou des échecs dans un domaine, dans une activité bien précise. Je pense qu'il est important de le dire pour faire comprendre à nos jeunes qui vont à l'école que ce n'est pas parce qu'on est diplômé dans un domaine, au-delà du diplôme, il y a d'autres paramètres, d'autres aptitudes qu'il faudrait avoir, notamment la passion de l'action. Il faut avoir la passion de l'action, il faut arriver au stade où vous dormez, vous ne rêvez que de ça. Et lorsque vous atteignez ce stade-là, vous allez forcément réussir parce que vous avez entre vous ce qu'on appelle le fighting spirit qui vous guide et qui guide les actions que vous avez à mener ou que vous voulez mener. C'est d'ailleurs pour cette raison, me semble-t-il, que le président de la République a tout fait de créer un ministère, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'est-à-dire que malgré le fait que les gens soient diplômés, on leur demande de se capaciter à nouveau dans un secteur bien précis afin d'avoir ce qu'on appelle les prérequis qui peuvent vous permettre d'aller sur le terrain. Il y a également le fait qu'on ait créé des banques et autres, mais nous avons des expériences dans notre pays qui nous font quand même, qui nous amènent à nuancer le plus souvent. D'ailleurs, je ne trahis aucun secret, dans le cadre des activités du Mongoyo Sport UID, en agro-business training, nous avons un pan qui initie les jeunes dans l'autonomisation économique, c'est-à-dire qu'ils apprennent un métier. Et ces jeunes-là sont forcément diplômés déjà parfois d'autres domaines, mais qui ne s'en sortent pas parce que certainement ils ont fait ces domaines-là sans passion. Quand vous arrivez dans des pays comme les pays anglo-saxons, vous allez trouver là-bas, on ne demande pas aux gens quel est le diplôme que vous avez, mais qu'est-ce que vous savez faire. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Nous avons vu dans votre domaine, par exemple, le journalisme, nous avons vu parfois des gens qui n'ont eu aucun diplôme dans les grandes écoles de journalisme au Cameroun et qui ont impressionné les gens. Qui sont devenus des excellents journalistes. Des excellents journalistes, alors que ceux mêmes qui ont été brillants, parfois des meilleurs. Parfois des nullards. À l'estime, n'ont pas forcément été ces journalistes qui nous ont impressionnés. Vous avez un de vos collègues, j'avais été surpris à un moment donné, qui n'avait même pas le BTS en communication. Tout à fait. Un de vos anciens collègues. Et tout. Je le connais, on ne citera pas le nom. On ne citera pas le nom. J'étais surpris, mais la vérité, c'est un brillant journaliste. C'est vrai. Alors, parce qu'il a eu de la passion, il a eu des modèles, il s'est créé lui-même des modèles. Mais il n'a pas de diplôme en journalisme. Il n'avait pas de diplôme en journalisme. Donc, vous comprenez qu'il faut nuancer à chaque fois pour dire que le diplôme est un indicateur de connaissance, mais le diplôme, c'est pas la connaissance. Pour avoir la connaissance dans un métier, pour réussir dans un métier, il faut parfois se permettre à ce que vous fassiez ce qu'on appelle le développement personnel, que vous vous dépassiez et que vous soyez passionné et que au-delà de cette passion-là, que vous fassiez des recherches qui vont vous permettre de réussir dans votre domaine et d'accepter le risque. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir le goût du risque. Tout à fait. Le goût du risque parce qu'on ne réussit pas forcément une affaire parce qu'on l'a commencé une fois. On peut échouer plusieurs fois et réussir parce qu'on a eu ce qu'on appelle de l'endurance. On a eu de l'endurance, on a eu de l'entre-gens, on a eu de la passion, on a eu l'envie de réussir. Et c'est ça en réalité qui fonde tous les succès, les success stories que nous avons à travers le monde entier. Je voudrais, pour conclure par faire à ce niveau, dire que je préfère quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui est passionné dans un domaine et qui développe tout ce que j'ai dit tout à l'heure, que quelqu'un qui a un diplôme et qui ne peut pas justifier de ce diplôme dans les actes qu'il pose. Simplement parce que soit le professeur qui l'enseignait lui-même avait triché auparavant, vous savez, il y a des excellents enseignants en entrepreneuriat, en économie, qui eux-mêmes ne pratiquent pas ça au quotidien. Vous voyez que c'est très dangereux. Il faut toujours des personnes, c'est pour ça qu'à un moment donné dans le CMLMD, on a instauré le fait que ceux qui enseigneront désormais dans les universités ne devraient pas être exclusivement ceux qui ont des doctorats. On prendra également des professionnels pour aller enseigner parce qu'on a compris que on ne peut pas passer le temps à faire de la théorie sans pratiquer. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des ingénieurs de nos écoles qui sont dans nos écoles, après avoir été formés à l'école, sont obligés d'aller enseigner. Refusent d'aller sur le terrain pour pratiquer, parce qu'ils n'ont pas eu ces aptitudes de se mettre dans la pratique afin de pouvoir développer un business, une affaire. Il y a beaucoup de craintes. Bref, il y a une formation liée à la pratique de la théorie. Très bien.
Merci Parfait Onguéné pour ces démonstrations. Pierre Blériot-Niémec, sujet très intéressant ce matin sur le diplôme et maintenant l'entrepreneuriat dans un pays comme le Cameroun. Qu'est-ce qui est important? C'est le diplôme ou alors des gens passionnés dans des domaines et qui véritablement démontrent des choses sur le terrain? Non, j'ai apprécié la sortie de Parfait parce qu'elle était effectivement pédagogique. Je vais parler avec les images. Oui. Il y a un homme de culture qui a dit que le diplôme, c'est l'ennemi numéro 1 de la culture. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que le danger qui guette les diplômés, c'est qu'ils croient qu'une fois que tu as le diplôme, tu n'as plus l'obligation d'apprendre. Le diplôme, quel qu'il soit, je commence par le plus grand, le doctorat. Si vous le gardez à la maison et vous arrêtez de vous cultiver, vous allez vous abattardir de jour en jour. C'est pour cela que beaucoup de diplômés refusent même le débat. Parce que vous avez travaillé pour avoir le diplôme intellectuellement. Mais ce n'était que la première étape. Le diplôme, c'est comme un bon permis de conduire. Lorsque vous l'avez eu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut conduire. Il faut avoir un véhicule. Et il faut conduire tout constamment. Vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui a 20 années de conduite avec 6 heures de conduite par jour à quelqu'un qui n'aurait même pas de permis avec quelqu'un qui vient de sortir d'une école, d'une auto-école avec un brillant permis de conduire. Parce que l'école, l'auto-école ne vous montrera jamais tous les dangers de la réalité de la conduite. Après l'auto-école, en fonction des contextes, vous parliez du Cameroun. Tout à fait. Il vous faudra. Donc moi je suis d'accord. Quand vous ayez ce document qui vous accompagne, qui vous protège, maintenant que vous alliez sur le terrain, voir la réalité de la pratique de la conduite, voir qu'on a dit que non, on passe, mais au Cameroun il faut s'adapter. Parce que quand on te disait à l'auto-école que la priorité est à droite, à ceci, quand tu arrives au Cameroun, tu te rends compte qu'il n'y a pas de priorité chez nous. La priorité, c'est celui qui a le véhicule le plus puissant ou qui est prêt à gâter son véhicule. Non, celui qui est prêt à cogner, parce que lui, son véhicule peut aller à la casse à tout moment. Donc, c'est lui qui a la priorité. Il faudra que tu comprennes cela. Ce qu'on ne t'a pas enseigné à l'auto-école, c'est la priorité de puissance. C'est-à-dire que si tu as la priorité, il y a un camion, toi tu as une A26, tu laisses ta priorité, parce que c'est à la morgue que tu iras expliquer ta priorité si tu insistes. Quand tu rencontres les camions d'Isakam, tu te mets de côté, tu les laisses passer. Ne dis pas que j'ai la priorité. Quand je fais je viens à l'entrepreneuriat. Parfait, ici, si vous avez fait l'ESSEC, l'école supérieure de sciences, n'est-ce pas? Vous avez les prérequis, vous avez les rudiments. Mais tant que vous n'avez pas vendu, vous n'êtes pas un commerçant. Parce que pour vendre, il y a des techniques de vente que l'école ne vous dira jamais. Ne connaît même pas. Quand vous allez à l'école, ça aussi c'est pour ceux qui vont à l'école, Zambola dit en passant, vous pouvez savoir si vous serez un entrepreneur, si vous réussirez votre vie sociale étant à l'école. Il y a des individus qui croient que quand tu pars à l'école, tu t'assois dans ton coin, tu as ton père et tes billets que tes parents t'ont donné, tu manges seul, tu vis seul. C'est ça, ça va te rattraper. Demain, tu n'auras pas appris les relations humaines. Tes parents ont dit que non, il ne faut pas couper ton pain aux gens, il ne faut pas prendre le pain des autres. C'est bien. Tu t'enfermes et c'est comme ça que tu vas t'enfermer. L'entrepreneuriat n'est pas dans un bureau. L'entrepreneuriat n'est pas dans un papier où on a écrit. C'est dans une pratique. Et la meilleure formation donc des entrepreneurs, c'est de suivre des pas avisés de ceux qui sont passés avant vous. Moi, je fais dans l'agriculture. Un ingénieur ne peut jamais vous dire ce que un gars qui a planté les ananas a vu sur les ananas. Lui va vous raconter des belles théories. Le gars qui a planté l'ananas 6 fois va te dire qu'ici, si tu ne fais pas ceci, tu fais comme ton ingénieur l'a dit, toi-même tu vas voir. Et donc, il y a ce que l'école va vous apporter. J'aurais pu prendre un parallèle. Vous savez, dans les écoles initiatiques, si vous faites une demande d'adhésion dans une école initiatique, on va vous demander votre diplôme. Vous connaissez les grandes écoles initiatiques, je ne vais pas en citer. Pourquoi on vous demande votre diplôme? On veut savoir
si vous avez des prérequis pour lire un certain type d'ouvrage et les comprendre. C'est pas pour se moquer de vous. Une fois que vous dites que vous n'avez pas de diplôme, vous êtes même leur meilleur client. Parce qu'au niveau de la propédeutique, il est mieux d'avoir un cerveau qui n'est pas déjà rempli. Quand on veut. Parce que les diplômés, quand ils vont, au lieu de lire pour comprendre, ils lisent pour discuter. Et vous observerez, je vous parle là des grandes écoles initiatiques. Vous allez chuter. Les plus futés dans les écoles initiatiques, c'est des gens qui n'étaient pas au départ diplômés. Et les moins futés, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils refusent même de lire. C'est des gens qui sont arrivés avec le doctorat et autres. Quand on leur enseignait des choses simples, ils se mettaient en opposition de phase avec les enseignements. Au finish, tel vous dira que je suis de telle école. Mais quand vous discutez avec lui, si vous avez fait cette école, vous vous rendez compte qu'il est vide comme... c'est pas Papillon dit souvent quoi? La vidéo. Comme la vidéo. Merci Blériot. À Thierry Djoussi, diplôme et entrepreneuriat vont-ils de pair pour le cas du Cameroun? Que devons-nous faire? Ah oui, c'est un débat très important. Parce que dites-vous que le très sérieux Institut national de la statistique a mené une enquête et l'a rendu public en 2019. Et que dit cette enquête? Cette enquête dit que un dirigeant d'entreprise qui a un diplôme inférieur au baccalauréat accroît le décès de son entreprise de 12%. Par contre, un dirigeant d'entreprise qui a un diplôme supérieur ou égal au baccalauréat accroît le décès de son entreprise seulement de 7,5%. Ça, c'est l'Institut national de la statistique qui le dit. Et ça ressort d'une étude qui a été menée entre 2009 et 2016. Cette étude a été rendue publique en 2019. Ça montre le lien étroit qu'il y a entre le diplôme et le succès en tant qu'entrepreneur. Parce que nous parlons d'entrepreneurs, oui, mais il y a des échecs incroyables. D'ailleurs, les chiffres disent qu'au Cameroun, le PME, la durée de vie, c'est 2 ans. 1 an. Un an déjà, vous voyez. Donc, on entreprend. Mais faut-il entreprendre pour entreprendre? Oh, l'Institut national de la statistique nous demande que celui qui a un diplôme égal ou supérieur au bac, d'abord, lui, il ne fait pas les choses comme celui qui n'a pas de diplôme. Premièrement, il s'assure que est-ce que son affaire est rentable. Il fait ce qu'on appelle en économie le business plan. Un modèle d'affaires. Ensuite, quand le business plan est concluant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure de s'entourer des gens qui ont une compétence réelle. Chez nous, on peut se traduire par le fait qu'il ne recrute pas son beau-frère, il ne recrute pas sa belle-sœur, il ne recrute pas son frère. Bref, son management est assez professionnel. Parce qu'il a un diplôme qui lui permet d'avoir une claire conscience de ce qu'il veut. Et ensuite, troisième point, c'est ce que Parfait a relevé, le réseautage. Parce que celui qui a des diplômes, il a quand même des amis, un peu quelque part, vers qui peut aller pour avoir des facilités que le non-diplômé n'a pas. Donc voilà, très bien, pour dire que c'est très important d'avoir les diplômes. Mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, le Cameroun d'aujourd'hui, et même davantage celui de demain, aura de plus en plus de diplômés. La rentrée, c'est le 9 septembre prochain. Vous irez dans des établissements. Vous allez voir des enfants que dès 2 ans sont déjà sur les bancs, sont déjà scolarisés. Parce que le taux de scolarisation au Cameroun est très élevé. Et des gens vont souvent jusqu'au CEP. Il paraît que c'est un titre, au même égard que le diplôme. Donc, dans le Cameroun de demain, il y aura de moins en moins de gens qui ne seront pas diplômés, au sens où on l'entend. Parce que, et aussi au regard où les diplômes se passent aujourd'hui, parce que maintenant, on a l'impression que c'est... Parce que moi, l'expression, c'est les arachides, parce que, bon, tout est fait pour qu'on réussisse. Vous voyez, le CEP, même avec le bac de cette année. Taux de réussite 100%, etc. Bref. Le bac de cette année, c'est 37%. Et le bac de l'année dernière, c'était combien? 75%. Et le bac de l'année électorale qui arrive sera combien? Bon, moi, je préfère lire les messages. Donc, pour dire qu'en vérité, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je t'en dis rien. Je vais chuter rapidement, parce que quand... Thierry, que voulez-vous dire par bac de l'année électorale? Nous serons en 2025 l'année prochaine. Ce n'est pas une année électorale. Donc, on donnera le bac à tout le monde. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais que c'est le bac de l'année électorale. Le bac coïncide avec les élections. Les interprétations sont libres. Donc, je veux dire ceci. Quand vous avez des enfants qui sont sur le banc, certains vont sortir avec des diplômes, la plupart d'ailleurs, mais
quelle est l'idée qu'on donne à cet enfant des métiers de demain, des métiers d'avenir, là où il faut entreprendre? Moi, je cite un métier comme l'agriculture. C'est un métier d'avenir. Mais sur le banc, quand l'enfant est au primaire, quelle est l'idée qu'on lui donne de l'agriculteur? Quelle est l'image? Comment on représente l'agriculteur? Comme quelqu'un qui a échoué sa vie. Là, des gens misérables, il se trouve que cet élève-là du primaire peut être demain un entrepreneur agricole. Ouais. Donc c'est à l'école publique primaire, à l'école primaire, privée comme publique, qu'on doit lui montrer que l'agriculture est un métier noble. Très bien. Merci Thierry. Lisons rapidement d'autres préoccupations. Allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le stade Japoma de la modération. Non, il n'est pas fonctionnel pour le match. En fait, chez nous, les Bantous et les Kémites, on nous demande pourquoi nous n'avons pas notre Bible ou notre Coran. La réponse est que notre livre se trouve dans la nature, car un seul petit livre ne peut pas détenir tout le message de Dieu. Observez la nature et vous trouverez toutes les réponses. Les entrepreneurs qui ont créé des avions se sont inspirés des oiseaux de la nature. Les francs-maçons se sont inspirés des fourmis pour être des grands bâtisseurs. Même l'entrepreneur qui a inventé le réseau social Twitter a dit qu'il s'est inspiré de l'histoire des ancêtres africains et qui envoyaient des colis et des messages avec des oiseaux. Voilà pourquoi en créant Twitter, il a mis le logo de l'oiseau. Le vrai diplôme se trouve dans la nature. L'Occident nous a trompés avec leur école et leur diplôme. Avec leur diplôme, on passe la moitié de la vie à apprendre ce qu'on ne comprend pas et on passe l'autre moitié à comprendre ce qu'on n'apprend pas. Il continue en disant, il existe deux qualités d'entrepreneurs, ceux qui expliquent ce qu'ils ne peuvent pas réaliser et ceux qui réalisent ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. Le gars de l'Algérie, il n'est pas facile. C'est un très fort, il est assis. Bravo à notre ami de l'Algérie. Autre message ce matin. Bonjour monsieur le sac de modérateur. Si un journaliste apprend sur le tas à la chaîne bleue de Douala pendant 10 ans, pensez-vous que ces 10 ans d'expérience vont lui servir si on l'affecte à la chaîne nationale ou sur France 24? Le diplôme est nécessaire et l'expérience est un atout très important. L'homme lion depuis Canon. C'est vrai que moi, je ne sais pas ce que vous appelez chaîne bleue, hein. Je ne sais pas ce que vous voulez dire très exactement. Il faut être précis. Bonjour, la Sanaga de la modération. Oui, toujours chaud, classe, élégant, mignon, belle cravate, belle veste, très élégant, comme Bobda en action. Non, pas comme Bobda. Non, pas comme Bobda. Autre message ce matin. Bonjour monsieur Parfait Haïssi, très beau panel. Je pense que le diplôme est primordial, car voici, je suis un pur produit d'une école de la place. Il est vrai, après ma formation, je n'avais pas d'expérience, mais je vous promets qu'après avoir fait 6 mois sur le terrain, je suis devenu incontournable dans mon domaine, dans la structure où je travaille. J'ai apporté des innovations grâce à ces facultés. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous contredire. Vous avez eu toutes ces expériences et devenu incontournable parce que vous avez eu 6 mois, je sais pas. Alors, bonjour Parfait. Agréable échange, nous sommes édifiés. Je suis diplômé de sciences politiques, master, et j'ai jamais su utiliser mon diplôme et ça ne m'intéresse même plus. S'il vous plaît, demandez à mon Niémec de me prodiguer quelques conseils pour que je me lance dans l'agriculture. C'est Maxime Debiamassi qui envoie le message. Alors, Blériot, vous allez peut-être saisir Blériot en enfant. Joseph Zambo, il ne nous reste plus beaucoup de minutes à passer ensemble. Allons un peu sur le tableau ou alors sur la table des conseils. Quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à ces jeunes Camerounais qui nous regardent ce matin, qui n'ont certes pas eu des diplômes, mais qui ont des idées, ils sont là-dedans, ils veulent entreprendre, première chose. Ou alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à d'autres Camerounais, comme celui qui vient de parler tout à l'heure? Il a eu des diplômes dans d'autres domaines, mais en sciences politiques par exemple, en archéologie, il se trouve que il n'y a pas d'ouverture. Il veut aller ailleurs, il veut entreprendre.
Oui, ce que moi je peux dire clairement, c'est qu'il faut qu'on lise bien le thème. Il y a diplôme d'un côté, il y a entrepreneur de l'autre côté. L'erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est que le système scolaire, il est un peu biaisé et on a réellement tellement séparé les deux et on nous a menti que seulement le premier pouvait faire le deuxième. Les deux sont clairement séparés. Diplôme à part, entrepreneuriat à part. Je vous assure encore, ça fait très mal d'être dans une entreprise où celui qui a la tête ne connaît rien de l'activité qu'il mène. Je ne parle pas du diplôme, je parle du savoir. On parle ici de la formation. Le point, c'est que au Cameroun, le système scolaire est tellement bizarre qu'on se focalise à ce côté bizarre, mais d'une manière fondamentale, la recherche du savoir reste essentielle dans l'exercice de nos activités. Donc je dis encore, arrêtons de rêver, chers jeunes, arrêtons de rêver, apprenons à faire ce qu'on souhaite faire. Il faut qu'on apprenne. Et l'apprentissage ne s'arrête pas. Le diplôme est une étape de l'apprentissage et l'expérience est une formation aussi. Mais l'erreur, c'est qu'on nous a menti sur cette deuxième partie où ils préfèrent que ça reste comme ça pour qu'on ne comprenne pas comment réellement nous relever et de soutenir l'économie. J'ai dit, chers jeunes, apprenons. Celui qui veut faire l'agriculture, il faut qu'il fasse une formation en agriculture. La formation peut se faire de plusieurs manières. Soit être à côté de celui qui connaît et apprendre de lui. Donc, apprendre sur le tas. Voilà, c'est une forme d'apprentissage. Tout à fait. Voilà, qui peut même aussi aboutir à un diplôme. Les associations forment. Ils donnent des attestations. Ça reste aussi un diplôme. Ils peuvent aussi apprendre à travers YouTube. Ou ils peuvent expérimenter eux-mêmes à partir de petites actions jusqu'à comprendre. La formation n'a pas de limite. Le diplôme ici, ce n'est pas le document. Le diplôme ici, c'est le symbole d'un apprentissage mené pendant un bon bout et qui en ressort à travers un document. Ce document peut être physique ou il peut être imaginaire parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes mais qui ne sont pas physiques mais qui ont appris de grandes choses. Ils ont acquis cette expérience et aujourd'hui font de très grandes choses. Parfait, Onguéné. Au Cameroun, il y a ce que l'on appelle la diplômite. Tout pour le diplôme. La course au diplôme. Et lorsque vous regardez un peu le cas justement de ce Cameroun, on a la nette impression que si vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes pas respecté, même si vous avez des idées. Est-ce qu'il peut arriver que le Cameroun puisse changer? Vous avez pris tout à l'heure l'exemple des pays anglo-saxons. Le Cameroun change sous nos yeux. Ce Cameroun offre aujourd'hui à travers le projet de société du président Biya des alternatives. Vous avez, au-delà des formations classiques que nous connaissons à l'école, il y a également des structures qui permettent aux uns et aux autres de se reconvertir, c'est-à-dire que de faire une espèce de recyclage pour s'investir dans un secteur bien précis. Je vous ai parlé tout à l'heure du Mongogi Sport Leader en Agri-Business Training que j'organise, où il y aura une formation, des jeunes. Vous voulez justement qu'on en parle, parce que vous êtes à la tête d'une grande organisation qui aura lieu dans quelques jours. Oui, le dimanche 1er septembre, c'est-à-dire c'est l'apothéose de toutes ces activités. Nous attendons d'ailleurs toute la grande élite de l'arrondissement de Mvungue, toutes les populations, toute l'élite de la région du Sud. En réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit en réalité des activités de vacances portées par la section, parce que les jeunes m'ont mandaté de suggérer à monsieur le président Paul Biya de se représenter à la prochaine élection présidentielle. Ah bon? Et oui, il faudrait que nous créions un cadre de concertation, et ces vacances nous ont permis, à travers les activités de sport, mais également des activités d'agri-business training, c'est-à-dire que l'État de Bolova qui vient former les jeunes dans la production des escargots, la production, la commercialisation et le montage des business plans, parce que vous voyez, c'est un arrondissement qui justement fait face à cette problématique de conversion. Nous avons eu les premières élites de notre arrondissement avec des formations de droit, de sciences politiques, et tous les jeunes s'y sont versés. Aujourd'hui, ces jeunes parfois ont des difficultés à s'insérer socio-professionnellement parlant. Donc il faut créer des solutions alternatives, il faut créer un contenu opératoire qui leur permette effectivement de s'engager dans la vie active avec des apprentissages
pratique. C'est pour ça que nous le formons dans la culture des escargots. Donc, le dimanche, ce sera l'apothéose. Il y aura le dimanche 1er septembre. Dimanche 1er septembre à Mvongue, au centre-ville de Mvongue, au stade du lycée de Mvongue, où il y aura la finale du championnat des championnat des champions, parce que nous avons sélectionné les meilleurs des championnats des villages pour organiser cette activité. Et puis, nous aurons également la remise des prix. Il y a le prix, par exemple, au Tchongene Ambroise, qui est un prix pour amener les jeunes à prendre cet homme comme exemple, qui a réussi parce qu'il a fait l'école d'agriculture de Ingela. Non, de Ngaoundéré. Ah, ils appellent ça... Ils ont un nom là, Ngaoundéré. C'est une grande école. Oui, c'est une grande école. C'est un diplômé de là qui a réussi et qui aujourd'hui est un acteur agricole qui produit beaucoup de choses. C'est un excellent chapitre à présenter aux jeunes. Il y aura également effectivement la remise des parchemins au terme de la formation de ces jeunes avec l'État. Donc, je pense que le gouvernement, au-delà de cette action, crée des alternatives de cette nature-là. Vous voyez, le Fonds national de l'emploi qui recycle. Ce sont des solutions que nous avons et je pense que la corrélation qui existe entre l'emploi et le diplôme est une corrélation qu'il convient de nuancer à tout écart. C'est-à-dire qu'on peut être un diplômé sans savoir, tout comme on peut avoir des savoirs sans diplôme. Le plus important, c'est la praxis. Comment est-ce que je réussis à mettre en musique une belle symphonie pour pouvoir réussir dans une activité bien précise. Merci, Parfait Onguéné, Thierry Dioussi. Que voulez-vous que l'on retire au sortir de ce programme? Non, je voudrais qu'on retienne surtout ceux qui ont entrepris et qui n'ont pas eu de succès, qui ont baissé les bras. Je voudrais leur dire de persister, de continuer, malgré l'échec. En fait, c'est parce qu'on a même des échecs, ou c'est parce qu'on accumule des échecs qu'on gagne en expérience. Donc, je veux dire à ceux qui nous regardent que ne vous découragez pas lorsqu'il y a l'échec. Allez-y et au bout de l'échec se trouve le succès. Il ne faut jamais perdre espoir. Hein. Comme disait Lucu Plus de l'artiste musicien camerounais, Pierre Blérugnémé, que vous et moi n'avons jamais perdu espoir. Non, parfait, je voudrais dire, si vous permettez, hein, nous avons programmé une conférence ce jeudi à l'hôtel La Rochelle, qui devait porter sur l'entrepreneuriat. Oui. Toutes nos excuses parce que la logistique pose encore problème. Nous sommes obligés de la reporter pour 3 semaines. Nous vous donnerons des précisions et nous allons discuter à l'occasion de cette conférence d'un certain nombre de contenus pratiques en entrepreneuriat. Donc la conférence initialement prévue le 29 est reportée dans 3 semaines. Oui. Et les téléspectateurs et tous ceux qui nous regardent seront mieux informés en temps opportun. Merci à Parfait Onguéné, c'est mon homonyme, dit fils de Mvongue, qui était là ce matin. Merci également à Joseph Zambo, notre expert en entrepreneuriat. Pierre Blérugnémé restera mon consultant. Thierry Dioussi. Onguéné, j'étais défendu tout à l'heure, hein, ne continue pas. Thierry Dioussi, on lui dit merci, journaliste à la météo et à Info Matin. Ne ratez pas le journal La mi-journée dans 7 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question.